Moi, quand les gens me disent c'est quoi la blockchain pour toi et qu'est-ce que tu penses de cette industrie, je dis c'est le meilleur du monde et le pire du monde qui coïncident côte à côte. Et moi, de façon générale, j'ai tendance à dire que dans la blockchain, le problème c'est que l'argent pourrit tout. J'ai un client, je lui ai dit qu'on voulait monter $1 billion à 15, vraiment, il était là, il me regardait en mode mais t'es teubé. Je sais pas, 2024, vous êtes à peu près à combien de CA si tu peux... On va finir l'année comptable 2024, on va finir à 4,5 millions, je pense. Je me suis rendu compte que les DAO et leur programme de grant, en fait, c'est une catastrophe. C'était pas des DAO quoi, c'est juste des gens qui votaient. Énormément de gens qui votent sur des sujets qu'ils connaissent pas très bien, avec une assemblée qui est très large, bah en fait ce qui se passe c'est que les gens ils votent pour leurs potes. Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Crypto Coulisses. Cette semaine j'accueille Grégoire Gambato. Salut Grégoire. Salut. Alors t'es un peu une ancienne ex-star de LinkedIn. Ouais mon dieu. T'es aussi ancien CEO de Germinal qui était une agence de grosse hacking, de marketing. Ouais. Et tu t'es tourné vers l'open source, le monde de la blockchain. Et aujourd'hui on va parler de OnlyDust, donc c'est la société dont tu es le CEO. Oui. Mais surtout on va parler de Grain Programs, on va parler de DAO, de décentralisation et de tout ce monde. Voilà, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. Et je te propose d'aller directement dans le vif du sujet. Toi, c'est quoi ton avis aujourd'hui sur les Grain Programs? Alors, est-ce que tu peux rappeler d'ailleurs ce que c'est? Et j'aimerais bien avoir ton avis dessus. Oula, ça, on attaque direct dans le dur là, ça va faire mal, je vous annonce. Non, les grands programmes, donc c'est des programmes, c'est des gens qui distribuent des bourses du coup, et l'objectif c'est de, quand t'es une blockchain ou quand t'as envie de promouvoir ta technologie, t'as envie que des gens l'utilisent, t'as envie de dire, ok, je vais vous distribuer de l'argent parce que comme ma technologie n'est pas encore assez mature, qui n'a pas encore assez d'users, j'ai envie de créer un incentive, donc un avantage, une incitation au fait d'utiliser ma technologie parce qu'elle n'est pas totalement prête, etc. Et donc, c'est des programmes qui sont censés être temporaires. C'est un petit peu comme la France qui aujourd'hui met en place des politiques de subvention pour dire aujourd'hui c'est difficile d'innover en France, il y a des grosses charges, donc on va financer une partie de votre innovation pour vous diriger vers le fait, en tant qu'entreprise, d'innover le plus possible, d'être audacieux sur l'innovation, etc. Donc en gros, c'est des programmes de subvention. Donc ça, c'est l'idée de base. Le problème, pour moi, des programmes de subvention, donc des grands programmes dans la blockchain, c'est qu'en fait, on a tellement d'argent qu'on est arrivé à... Moi, j'ai vu des fondations, les mecs sont 20, 30, 40, ils ont 5 milliards de budget, c'est-à-dire dans le monde normal, ça n'existe pas. Ouais. Genre, une entreprise qui a 5 milliards de budget... C'est des grosses entreprises avec énormément de contrôle. Et là, t'as 20 mecs, 30 mecs qui sont là en mode qui distribuent de l'argent, qui distribuent des grants à coût de 250 000, 500 000 $. Donc, tant que t'as de la magic internet money, tout se passe bien. Mais, surtout en bull market. Surtout en bull market. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines fondations qui ont distribué, je les nommerai pas, mais un cas que j'ai en tête, très spécifique, ils ont distribué plus de 100 millions de grants. Ils ont eu aucun projet en production. C'est pas Polygon, non? Non, c'est pas Polygon. C'est pas Polygon. Donc, on arrive à des aberrations. Donc, nous, en fait, au début, on est rentré dans ce... Moi, je suis rentré dans cet écosystème. Tu disais, avant, j'avais une agence de marketing. À un moment, j'ai dit, stop it. Être influenceur sur LinkedIn en ayant une agence de marketing, c'est pas pour moi, quoi. Yes. On parlera d'ailleurs de ta vie d'avant. Mais d'avant, ouais, si vous voulez, ceux que ça intéresse, vous aurez des petites anecdotes croustillantes sur ce que c'est d'avoir Emmanuel Macron qui vous commande vos posts LinkedIn, si vous voulez avoir des infos, pour ceux qui sont des grands fans. Et en gros, moi je suis arrivé pour voir les DAO, et au début je me suis dit, ouais, c'est incroyable, c'est une nouvelle façon décentralisée d'organiser le travail, c'est une nouvelle façon de distribuer les fonds. Et je suis arrivé un petit peu en me disant... Oh, c'est tellement ouf. Genre, on est en train de créer un nouveau monde. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une partie qui était fondamentalement nouveau, mais il y avait une partie qui était vraiment très ancienne. Et toute la partie DAO, moi qui suis un passionné de droit constitutionnel, d'organisation, de démocratie, d'organisation des entreprises, etc., parce que je fais un master en droit, j'ai jamais hésité à faire une thèse en histoire du droit sur des sujets liés à ça. Bon, finalement, j'ai fini à faire un droit des affaires parce que je suis un requin, mais bon. J'ai vraiment hésité jusqu'au dernier moment à la fin de mon Master 1 pour ceux que ça intéresse. Et ben en fait, c'est juste des vieux process qui marchent pas, c'est-à-dire faire plein de comités sans vraiment de responsabilité. Et donc ça, de base, ça ne marche pas. Ouais, le fait que personne soit honneur d'un sujet. Et tu prends un système qui marche pas et tu leur files un énorme budget. Et donc au début, moi je suis arrivé en me disant c'est incroyable et je voulais faire du DAO tooling comme tout le monde pour changer. À un moment, j'avais plus de compétiteurs que de clients, ce qui est mauvais signe. On est arrivé donc vraiment passionné par la DAO, les organisations décentralisées. Je voyais les programmes de grant, tout, je me dis c'est ouf. Et donc on s'est rendu compte que les DAO c'était une catastrophe. Et par contre, on a vu qu'il y avait beaucoup de grants et notamment des grants, les grants qui m'intéressaient, moi c'était pour l'open source. Okay. Et à l'époque, donc on a commencé à bosser avec Starknet. Qui est une fondation blockchain, une fondation blockchain qui a lancé sa fondation. À l'époque, c'était après token, etc. C'était vraiment pas early, mais je pense qu'il y a quand même 2 ans et demi, c'était quand même assez tôt
même pour Starknet. Et on n'avait pas le TPS qu'on a aujourd'hui sur Starknet. À l'époque, il fallait plutôt 40 minutes pour. Enfin, c'était assez long la transaction. C'était même dans testnet. On était wow, les gars, c'est long. Et c'était la grande époque. C'était Kero 0 pour ceux qui. Bref, whatever. Et en fait, on est arrivé là et ils nous ont dit ah, c'est cool. Nous, à l'event, on voulait faire Gitcoin, mais Unchained, pareil. Donc, j'ai eu cette phase DAO. Je me suis rendu compte que les DAO et leur programme de grant, en fait, c'est une catastrophe. La manière dont c'était géré. Donc c'était géré, en fait, c'était juste très mal géré. En fait, on allait contre tous les principes de il faut une responsabilisation. Sur les grandes organisations, il faut une chaîne de commandement. Si tu veux décentraliser, il y a des choses qui se font, mais en fait, il faut responsabiliser les gens à chaque échelle. Il faut avoir un organigramme qui soit clair. Il faut avoir énormément de transparence. Il faut arriver à avoir de la vélocité. Il faut aussi, la bureaucratie peut aussi te protéger des abus, mais il faut arriver à bien gérer ça. Mais là, on était juste dans des mecs, dans des groupes Discord. C'était pas des DAO, quoi. C'était juste des gens qui votaient. Et la démocratie, c'est clair. Mettre 10 000 personnes dans une salle et leur dire de voter des décisions, c'est un peu comme 10 000 token holders. Ça ne marche pas. La démocratie où on met tout le monde dans une salle et juste les gens votent avec leurs mains et prennent les décisions, donc ce qui se passait dans les DAO à ce moment-là, ça a été prouvé pour la démocratie que c'était maximum, on pouvait gérer une ville de 300-400 personnes avec ça, quoi. Ok. Genre, Mais c'est intéressant parce que du coup, pour venir sur ce... Pour toi, les DAO, ça peut marcher si on les réorganise, ou pour toi, c'est clairement un échec et faut quand même garder une organisation suffisamment centralisée Le problème des DAO, c'est qu'on les a corrompus avec trop d'argent. Ouais. Et c'est ce que j'allais dire. Nous, justement, à un moment, on nous a dit tenez, essayez de distribuer des grants. Parce que du coup, on a fait. À un moment, j'ai ma période on-chain où je me disais je vais faire un truc qui existe déjà et qui marche pas, je vais le mettre on-chain, ça va marcher. Ouais. Pro tips, non plus, tu vois. Genre, aujourd'hui, ça paraît évident, mais en bull market, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire, quand tu dis mettre on-chain, c'est-à-dire la répartition des. Enfin, le faire un. Bah, nous, justement, on s'était dit, on va faire Gitcoin on-chain. C'est quoi Gitcoin ? Gitcoin, c'est un outil pour. En fait, à l'époque, vraiment, c'était pour distribuer des grants où les gens votent avec du quadratic funding. Et plus t'as de votes, plus t'as de grants. Et en fait, ils vont voir des fondations et leur disent vous allez allouer de l'argent à des projets en fonction de leur impact. Et du coup, les gens votent et du coup, ça permet de distribuer cet argent. Et tu t'es dit je vais le refaire on-chain pour qu'il y ait plus de visibilité, de transparence. Ouais, il sera plus transparent. Les gens pour le vote, il y aura moins de pourcentages qui prennent 10-15%, je crois. À l'époque, en tout cas, je sais pas, peut-être que ça a évolué. Et je me disais non, mais nous, on va prendre juste 2. Enfin, on va mettre ça on-chain, ça va être génial. Et tout. Non. Et ça change rien au problème de fond qui est que. Non, ça change rien au problème de fond de voter, de ce qu'on disait, de en fait, quand c'est juste tout le monde, énormément de gens qui votent sur des sujets qu'ils connaissent pas très bien, avec une assemblée qui est très large, bah en fait, ce qui se passe, c'est que les gens ils votent pour leurs potes, ou pour les projets les plus visibles, et c'est winner takes all. Et du coup, tu fais encore plus de place à la politique et à la démagogie que dans une organisation traditionnelle, quoi. Et bah, parlons d'un sujet qui fâche, mais je pense que ça peut marcher, par contre. Je te dis, tu penses que ça peut marcher, c'est-à-dire si c'est mieux organisé, peut-être qu'il y a moins de décisionnaires, mais qui ont plus d'impact et que tout le monde n'a pas le même niveau de décision, peut-être. En fait, c'est juste que c'est une organisation sur laquelle on doit itérer, c'est-à-dire pour que les DAO marchent, on doit s'appuyer sur ce qui fonctionne, par exemple, de prendre des entreprises décentralisées. Il y a des entreprises qui ont très bien marché en étant décentralisées. Bon, en effet, par exemple, chacun est responsable de sa chaîne de production. On a des gens qui ont un gros sens de l'ownership. Et en gros, il faut itérer là-dessus, mais de dire on va faire une organisation où tout le monde est dans la même salle, tout le monde vote pour la même chose, on donne énormément d'argent. Et moi, de façon générale, j'ai tendance à dire que dans la blockchain, le problème, c'est que l'argent pourrit tout. C'est-à-dire que même des initiatives que j'aurais pu voir marcher, où les gens commençaient à faire des comités, donc des comités qui votent sur certains types de projets, pour certains types de sujets, etc. Où du coup tu te dis, ok, on commence à arriver sur des choses intéressantes. Par exemple, ce qui se fait en ce moment sur Optimism, on commence à arriver sur des expérimentations qui sont vraiment intéressantes. Où on a vraiment repris, sauf qu'il y a 2 ans, on n'était pas là. À l'époque, je faisais Optimism, les premiers rétroactive funding, c'était quand même les mecs qui votent, ils ont une liste de projets, ils votent pour leurs potes et bref. Ouais, ça on en parlera après d'ailleurs. Et du coup, le problème c'est que ça peut marcher, mais par contre, moi ce que je pense aussi, c'est que même ces expérimentations, quand t'as trop d'argent, ça pourrit tout, quoi. Je suis assez d'accord. Bah, c'est marrant, j'ai fait un épisode sur les tokens, le top 15 comme market cap de 2017, et t'avais EOS dans le classement, et eux à l'époque ils avaient levé genre 4 milliards avec une ICO, et en fait t'as un projet, tu lèves 4 milliards pour être le Ethereum killer, mais en fait t'as levé tellement d'argent que limite t'as plus de but, quoi. Après les mecs ont fait n'importe quoi, il s'est rien passé, mais c'est vrai que le fait de lever trop et avoir trop d'argent, ça peut corrompre aussi un projet, parce que tu peux avoir moins les crocs de... Ah bah de toute façon, en tant qu'entrepreneur, ma grande phrase, c'est arroser un problème de l'argent, ça le résout pas. Ouais. Et les boîtes, les grands entrepreneurs qui lèvent beaucoup d'argent, ça demande un focus et et comment dire,
une expérience incroyable pour arriver à dépenser beaucoup en le faisant de façon responsable et utile pour ta boîte, et accepter qu'il y a des euros qui vont être gâchés, parce que quand tu as levé 450 millions et que tu les dépenses pour grossir très très vite, mais du coup ça demande, c'est un art, tu vois. Enfin, c'est à la fois une science et un art, ça demande beaucoup d'expérience, beaucoup de nerfs, et quand tu files ça à 300 token holders et que tu leur dis allez-y les gars, votez sur ce qui vous semble intéressant, avec des budgets qui sont encore plus déconnants que 450 millions, tu vois, bah oui, tu peux pas arriver à trouver quelque chose. Et même si les gens sont plein de bonnes intentions sur Twitter, globalement ça va pas très bien marcher. Ouais, et on voit que l'argent, ça peut faire tourner des têtes, surtout en bull market. Et d'ailleurs, tu parlais de corruption. Je pense que c'est intéressant d'aller dans ce sujet-là, qu'il y a eu de la corruption peut-être dans les fondations blockchain, sur l'octroi de certains grants pour des projets. Bah, moi, ça me paraît extrêmement clair. Hein. Pour le coup, c'est pour ça que j'aime bien, par exemple, juste travailler, même si maintenant c'est vraiment plus du tout notre seul client, mais avec Starknet, parce que Starknet, ils ont un niveau d'intégrité qu'on leur a beaucoup reproché en bull market. Petite interruption pour vous dire que j'ai créé Fundera. Fundera, c'est un club d'investissement pour investir dans des fonds crypto triés sur le volet. Le ticket minimum pour investir dans ces fonds est normalement de 100 000 € en moyenne. Et grâce à Fundera, vous pouvez investir à partir de seulement quelques milliers d'euros. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines opportunités proposées à la communauté, je vous mets le lien en commentaire. Et c'est reparti pour l'interview. Et du coup, j'aime bien bosser avec eux parce que justement, en bull market, tout le monde est en mode qu'est-ce qu'ils font, et maintenant je suis en mode... c'est genre pourquoi ils distribuent pas plus, pourquoi ils donnent pas plus d'argent, tu sais, quand l'argent est illimité. Et maintenant, sauf qu'en fait ils ont juste pas changé d'attitude, et j'ai kiffé bosser avec eux. Mais moi il y a beaucoup de boîtes, en effet t'allais les voir, tu disais mais en fait les gars, si vous étiez dans le monde économique normal, vous étiez pas dans une blockchain aux îles Caïmans avec des anons ou des choses comme ça, en fait tout le monde irait en prison là. Je veux dire qu'on soit bien clair. Et il y a des acteurs qui bossent, il y a pas mal d'acteurs qui bossent très bien. Moi je vois plein de gens qui disent ouais, on fait un Telegram chat, on lance un token, on fait tous des trucs, ça monte et après on vend. Je dis bah c'est ce qu'on appelle un délit d'initié en fait en bourse. Tu vas en prison pour ça. Clairement. Genre enfin c'est une infraction pénale, c'est pas un petit truc. Et les mecs qui disent qui distribuent des airdrops à des gens dans des équipes, qui leur disent je te file mon wallet, tu me distribues un airdrop et après moi je t'arrange. Désolé les gars, c'est de la corruption en fait. Clairement. Genre c'est de l'abus de bien social, parce qu'en fait le mec tu lui donnes de l'argent en perso sur son wallet à lui, pour qu'ensuite avec l'entreprise il te file une grant, et c'est des arrangements qui des fois sont même pas tacites, c'est même pas fait de façon fine, en mode je le sous-entends, comme dans le monde économique normal où les gens ils font très attention, ils décorrèlent. Là c'est vraiment direct quoi, et tu dis mais les enfants là, est-ce que quelqu'un a déjà travaillé dans une entreprise normale? Parce que en fait ce que vous faites là, pour l'instant ça paraît le secteur de la régulation, tout le monde n'est pas là, etc. Mais moi je suis contre la régulation de l'innovation de façon trop sévère. Mais on est quand même dans un secteur où moi tout ce qui est corruption, délit d'initié, abus de bien social, c'est quand même des choses qui je pense de façon générale, donc l'abus de bien social c'est quand tu utilises l'argent de ton entreprise pour ton intérêt uniquement personnel. Délit d'initié c'est quand tu as des informations avant et qui te permettent du coup de profiter de l'augmentation ou de la diminution d'un cours de bourse. Ces infractions-là pénales, moi je trouve que d'un point de vue sociétal, elles font vraiment du sens quoi. Et du coup, les gars, c'est pas parce que c'est on-chain avec des gens qu'on connaît pas, etc., que ça c'est permis quoi. Par contre, oui, et d'ailleurs, c'est à cause de ces acteurs-là qu'on se retrouve aujourd'hui avec des régulations qui sont beaucoup trop lourdes. Parce qu'il y a eu trop de dérives. Ouais, parce qu'il y a eu trop de dérives. Et du coup, moi, cette industrie, à la fois, je trouve. Cette industrie, à la fois, je trouve que c'est les trucs les plus beaux que j'ai jamais vus, tu vois. Sur l'open source, sur l'envie de financer, de financer le bien commun, tu vois, les public goods, d'un point de vue technologique, des développeurs qui sont des mecs qui vont vraiment push et faire des trucs de ouf, d'un point de vue technologique, tu vois, d'un point de vue privacy aussi, d'un point de vue vie privée. Et de l'autre côté, j'ai vraiment le pire de l'humanité. Et je trouve que c'est fantastique de voir le meilleur et le pire de l'humanité coïncider dans la même industrie. Et pour moi, quand les gens me disent c'est quoi la blockchain pour toi et qu'est-ce que tu penses de cette industrie, je dis c'est le meilleur du monde et le pire du monde qui coïncident côte à côte dans la même industrie. Et c'est by design, parce qu'en fait c'est tout ça est lié aux tokens, aux transactions financières, etc. Et en fait c'est parce qu'on innove dans la finance qu'on a le pire de l'humanité, mais c'est parce qu'on innove dans la finance qu'on a le meilleur, tu vois. Je veux dire, c'est les deux faces d'une même pièce. On peut pas décrocher les deux, on peut pas dire non, on va juste faire de la tech, etc. Mais du coup, je trouve ça absolument fascinant. Ouais. Je suis complètement d'accord.
Et toi, tu as été, sans citer de noms de fondations, mais des corruptions dans des fondations connues, des blockchains connues. Tu as vu des cas vraiment. Abusé, ouais. Ouais. Ouais, c'est assez lourd. Ouais. Moi, j'ai vu des boîtes. Sur la corruption, j'ai aussi vu des cas juste de gens aussi qui sont inefficaces, quoi. Moi, j'ai vu des boîtes distribuer 100 millions de grants avec 0 projet qui part en prod, au total, à la fin. Ok. Ça fait des montants comme ça, c'est-à-dire. J'ai vu des. Enfin, c'est. Et nous, maintenant, d'ailleurs, quand on bosse avec des fondations, c'est drôle parce que on signe des fondations, des fois, les gens nous disent ouais, les mecs sont pas hyper trendy et tout. Mais quand tu parles avec des fondations, tu vois qu'il y a des mecs, c'est carré, quoi. Ils sont là. Tu vois, par exemple, Stellar. Ils ont lancé Soroban, leur nouveau système de smart contract, etc. Les gens se disent ouais, Stellar, c'est un petit peu vieux et tout. Ouais, mais les mecs là-bas, ils ont une architecture, ils savent où ils vont, ils ont des bons techs. Leurs grants, ils font attention à ce qu'ils distribuent, ils connaissent tous leurs chiffres. J'ai vu des fondations, mec. Ils ont même pas une idée de leur budget. Ils savent pas combien ils ont dépensé l'année d'avant. Ouais. Il me dit je suis incapable de te dire à 10 millions près combien on a dépensé. À 10 millions près. À 10 millions près. Ouais. Je lui dis mais comment ça tu sais pas? Il dit vous êtes combien? Bah ils sont genre une centaine, tu vois. Ouais. Et c'est pas des gens dans mes clients actuellement, c'est des gens avec qui du coup on dit ouais bon bah ouais, tu préfères pas plus, hein. On passe. Et ouais il y a des gens on en est à ce niveau de professionnalisme là, quoi. Ok. Donc comme je disais, le meilleur et le pire, quoi. Et du coup bon aujourd'hui c'est important de bosser avec des boîtes qui disent qui sont claires sur ce qu'elles veulent faire. Et nous avant tout ce qu'on dit aux gens en fait c'est l'incentive. Les grants c'est un mécanisme de donner envie à des développeurs de découvrir ta technologie. Parce que c'est difficile, parce qu'ils doivent apprendre un nouveau langage, parce qu'ils doivent aller au travers de documentations qui sont pas terminées, qui doivent être sur un réseau qui est un peu lent, etc. Et donc tu dois leur donner envie de venir. Et nous, c'est pour ça que nous, Onlydesk, comme je disais, nous en fait on est un réseau social pour les développeurs open source. Encore, ils peuvent venir et contribuer à des projets. Et il y a certaines fondations qui, c'est notre modèle économique, mais c'est complètement optionnel, qui financent certains projets open source. Okay. Pour dire, ce projet open, en fait, j'ai envie que vous veniez découvrir ma technologie, du coup, je vais vous donner des petites grants. Mais en fait, c'est rien, c'est 200, 300, 400 $. C'est juste dire, tu vas bosser sur tu vas contribuer à un projet open source sur Onlydesk. Et parce qu'on sait que cette technologie est nouvelle et compliquée, on va te donner un petit incentive financier quand tu auras terminé ta contribution, pour te remercier pour le temps que tu as passé et l'extra time que tu auras passé à te documenter, à apprendre ce langage, etc. Tu vois. Parce que de base, il y a des développeurs qui viennent sur Onlydesk juste par kiff sur leur temps exactement. libre. Et qui prennent aucune. Moi, j'ai des mecs qui travaillent sans aucun reward, juste ils utilisent Onlydesk pour découvrir de nouveaux projets de source, contribuer. Et on a des maintainers qui n'ont pas de grants à distribuer et qui sont pas liés à des fondations, mais qui utilisent Onlydesk pour trouver des contributeurs. Donc nous, vraiment, on met en relation des contributeurs qui ont envie de contribuer à l'open source et des gens qui maintiennent des projets open source. Et au-dessus de ça, on a des fondations qui, elles, nous payent, donc tout est gratuit pour eux, et qui disent j'aimerais bien financer tel projet pour qu'il y ait des gens qui découvrent ma blockchain. Parce que forcément, quand tu as deux projets open source intéressants, un où tu dois passer 3 jours à lire la doc incomplète, et l'autre où tout est prêt, bah celui où tu vas aller sur celui où tout est prêt. Mais si l'autre on dit mais t'auras un petit reward, t'auras une petite récompense à la fin parce qu'on sait que c'est compliqué et t'auras peut-être 500 $, et du coup on va indemniser le temps que t'auras passé, c'est plus de l'indemnisation. Tu dis allez, cette techno elle m'a l'air cool, ok la doc est pas ouf, mais je serai indemnisé, go for it. Et on voit ça plutôt comme ça. Et nous on distribue pas au début on était vraiment en mode faut distribuer beaucoup de grants, on est une petite période. Et maintenant, en fait, on se rend compte qu'on distribue assez peu de grants. Parce que vous êtes lancé pendant la période du bull market. Hein, ouais, c'est une catastrophe. Et donc, tu as vu voir passer des vertes et des pas mûres. Ouais, des vertes et des pas mûres. C'est quoi le plus gros grant que tu as vu passer sur Onlydesk, par exemple? Je sais pas, un mec. Alors, lui, il a vraiment beaucoup bossé, mais un mec qui a touché 60 000 $, tu vois. Ouais. Mais pareil, 60 000 $ pour un mec qui a bossé sur un projet open source pendant 6 mois, en fait, c'est pas énorme. C'est toujours plus qu'un mec qui a gagné 60 000 $ en airdrop. Ouais, et surtout que les mecs. Enfin, souvent quand non, par contre, nous, on a des gens. Par contre, nous, chez nous, on a beaucoup de développeurs qui ont gagné énormément d'argent parce qu'ils ont contribué sur Onlydesk sans recevoir de grant. Et après, ils ont eu des airdrops. Donc, tu vois, sur l'airdrop Starknet qui a été assez généreux avec les développeurs. Ce que je trouve très bien, parce qu'en fait, tu te rends compte qu'en termes de pourcentage, c'est pas énorme. Mais bref, c'est un autre sujet. Parce que je pense que le problème, c'était la communication. C'était pas le design de. Ouais, bien sûr. Cette partie-là de l'airdrop était bien designée, mais la communication n'a pas été bonne. Et d'ailleurs, les airdrops d'après se sont rendus compte qu'en fait, l'airdrop mainstream où tout le monde pense qu'il va devenir riche alors qu'il y a 10 millions de gens qui le farment, ça n'existe plus. Et en fait, Starknet a été le premier à prendre cher, mais il y a d'autres airdrops, tu vois, Zcasing, etc., qui se sont bien foutus la gueule de Starknet et qui ont pris un petit peu cher aussi derrière. Donc je pense que l'industrie a appris beaucoup de choses et que juste Starknet ont été les premiers à la prendre. Du coup, ça a été compliqué pour eux, alors qu'en fait, je pense que leur airdrop était pas si mal foutu, mais ça, c'est un autre sujet.
Et après, il y a d'autres considérations qui rentrent en compte. C'est le time to market, à quel moment tu le lances, la tokenomics aussi. Il y a plein de. Oui, il y a plein de sujets, mais bon, bref, le lézard, on va pas. Enfin, on pourra en parler, mais je pense qu'il y a des gens qui sont plus qualifiés que moi. Par contre, on a 97% des utilisateurs de la plateforme qui contribuent sur Starknet qui étaient éligibles à cet airdrop. Ok. Donc nous, je crois qu'on a. Aujourd'hui, nous, on distribue des petites grants pour incentiver des gens, tu vois, à aller, même aller sur des nouvelles technos, à prendre des risques pour contribuer à l'open source. Pas dans un but que financier, mais un but de pas découverte. Du tout financier. D'ailleurs, c'est très drôle parce que j'ai une grande conversation dans notre communauté et un mec a dit, moi aujourd'hui, faire du freelance, ça me rapporte plus d'argent qu'aller sur OnlyDust. Mais sur OnlyDust, j'apprends et je découvre des choses que je pourrais découvrir nulle part ailleurs. Ah, c'est cool. Et tout le monde a dit same, genre plein de réactions en mode. Quelqu'un a dit, wow, en fait, c'est le message, tout le monde est en mode, t'as résumé OnlyDust en un message, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est découvrir des nouvelles technologies. Et d'ailleurs, on a fait la liste des motivations. Et quand tu te connectes sur la plateforme, j'ai en qualitatif, c'est-à-dire j'ai ce genre de message, mais en quantitatif, les gens on leur demandent quelle est leur motivation principale pour aller sur la plateforme et ça change leur expérience. Okay. Et ils savent qu'il n'y a qu'un seul choix et que ça va changer leur expérience. Donc tu mens pas parce que tu es tout seul et tu sais que. Et les gens leur demandent est-ce que c'est pour apprendre? Est-ce que c'est pour découvrir des nouvelles technologies? Est-ce que c'est pour rencontrer de nouvelles personnes? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent, etc. Et la motivation, gagner de l'argent, c'est moins de 25% des gens. Ok. Et les autres, ils disent moi en fait, je suis prêt à découvrir des projets, mais si le projet est intéressant, je préfère bosser sur un projet plus intéressant et ne pas avoir de grant. Tu vois. Et d'ailleurs, tous les gens qui viennent là pour essayer de gagner de l'argent, ils sont très déçus parce que sur OnlyDust, tu travailles et c'est le maintainer qui décide combien donc la personne qui gère le projet open source qui décide si ta contribution est bien de te payer ce qu'il lui pense juste. Donc t'as aucune idée de combien tu vas gagner. Ouais. Donc au moins c'est une action qui est assez désintéressée entre guillemets. Ah oui, complètement désintéressée. Et d'ailleurs, si les gens qui essaient de contacter les maintainers open source et tout, comme il y a plein de contributeurs, le mec qui dit ouais, je vais te payer combien, il dit bah je choisis l'autre. Ouais. Qui est pas intéressé par l'argent, tu vois. Okay. Et au début, nous, on avait fait une bounty plateforme. En gros, on mettait des petites tâches à faire et on mettait un prix attaché. Et là, on avait énormément de devs de très mauvaise qualité. Mais par contre, on avait un trafic de malade. Parce que alors, quand tu mets 7 tâches à $1,500, t'as 250 mecs qui viennent pour essayer de l'apprendre, tu vois. Ouais. Et maintenant que, en fait, c'est des contributions qu'on parle d'argent nulle part et que t'as un reward à la fin, seulement si le maintainer veut et seulement sur certains projets, et que du coup, il faut être intéressé par la tech. La croissance a été beaucoup moins rapide, mais la qualité n'a rien à voir. Okay. Et nous, ça a été notre gros switch. Et d'ailleurs, c'est la preuve qu'on n'a pas pris de shortcut. Tout le monde dit, mais non, mais faites des bounties, faites des machins, faites des gros montants, communiquez et tout. Et aujourd'hui, tout le monde veut notre communauté de dev. Genre, toutes les fondations avec qui on bosse, ils disent, mais en fait, parce que nous, aujourd'hui, on a 10 à 20 devs qui s'inscrivent par jour sur la plateforme. Tu vois. Il y a combien de devs en tout? Au total, on a plus de 1200 devs qui ont reçu un reward. Ok. Ça représente je pense qu'on a plusieurs dizaines de milliers de contributions, 400 projets open source, tu vois. Enfin, et ça grossit, on fait plus de 10 à 20% de croissance par mois, tu vois, sur la base. Et je pense que des devs qui sont passés sur la plateforme, on a 7-8 000. Sachant que des devs, c'est pas. Enfin, pour s'inscrire sur la plateforme, il faut avoir un compte GitHub, t'as aucun autre moyen de te connecter sur la plateforme. Enfin, après, derrière, on te demande tes langages, etc. C'est pas la plateforme où t'arrives en mode tu mets ton adresse email et Ouais. C'est un petit peu. Et après, on a des problèmes comme tout le monde. Quand t'as trop d'users comme ça, t'as des gens qui en fait sont pas du tout assez compétents qui vont essayer de contribuer. J'allais te demander justement comment t'arrives à filtrer, à faire de la. Aujourd'hui, c'est juste les gens qui montent leur motivation. Okay. Et aussi, on a en fait, nous, notre acquisition, parce que nous, on a un principe chez OnlyDust, on essaie d'être le moins possible, on est que 13. Okay. C'est mon obsession, tu vois. Ouais. Et du coup, on a un truc qui est vraiment basé sur notre communauté. C'est en fait, on a des communautés de dev locales qui parlent de OnlyDust. Okay. Et nous, on leur donne pas l'argent pour ça. Et du coup, on a plein de communautés de dev locales. Et en fait, on a certaines communautés où la qualité est vraiment ouf. Et du coup, les gens viennent de ces communautés-là. Et du coup, ils sont identifiés. Et du coup, les maintainers, les gens qui gèrent les projets savent. Et d'ailleurs, un truc avec l'open source moi, que j'ai trouvé fou, c'est que quand tu donnes une grant à quelqu'un, c'est un petit peu comme... en fait, donner une grosse grant à quelqu'un versus apprendre à quelqu'un une nouvelle technologie lui permet de rencontrer des gens. C'est comme donner du poisson à quelqu'un ou lui apprendre à pêcher, tu vois. Le vieux truc. Moi, j'ai des gens, et la première fois qu'au début on distribuait des grants, au tout début, les gens venaient me voir en disant ah c'est cool OnlyDust, j'ai gagné $5,000 et tout pour tel taf, c'est cool. Ça se passait bien comme il n'y avait pas trop de. Mais maintenant j'ai des gens qui viennent me voir qui ont gagné genre $2,000 sur la plateforme, c'est que dalle, tu vois, et qui me disent, mais qui en fait ont contribué à plein de projets, ils disent en fait OnlyDust et c'était ouf à DevConnect, à FCC DevConnect c'est d'avant. Je sais pas, une quinzaine de mecs qui sont venus me voir et qui ont dit. Et je les avais jamais vus, tu vois, je les connaissais pas. Parce que forcément, quand t'as autant de users. Et qui me disent, mais en fait, ça a changé ma vie, OnlyDust. Ah ouais, à ce moment-là. Ça. Il dit, bah, moi, en fait, il y a 6 mois,
J'étais au Costa Rica, j'étais en Inde, j'étais en Angleterre, j'étais au Texas. On a un peu de tout. Beaucoup de gens au Costa Rica et en Amérique du Sud qui sont très très bien. Enfin, Cyberra d'ailleurs, si il m'écoutera, enfin il parle français donc il saura pas, mais. Et qui gère la communauté là-bas. Et le mec m'a dit en fait, j'ai appris à développer 6 mois. Je suis venu sur OnlyDust, j'ai fait une toute petite issue, puis une plus grande, puis une plus grande. Pendant 6 mois, j'ai fait que des issues sur OnlyDust. J'ai pas gagné beaucoup d'argent, mais ça m'a suffi pour monter en compétence. Pour monter en compétence, pour garder être motivé, pour payer un peu mon loyer, tu vois. Sauf que j'ai bossé sur des technos de ouf, hyper intéressantes. J'ai appris le Rust, tu vois, où j'ai appris Solidity, où j'ai appris Kero, où j'ai appris un langage en smart contract beaucoup plus technique. Et grâce à toute cette expérience, après, j'ai des boîtes qui m'ont contacté, parce que nous, on met en contact. En fait, le mec, il a fait ça, après, il a été pris dans une internship, donc tu vois, le mec a été pris chez Nevermind. J'en ai plein, il y en a qui ont pris chez Nevermind, j'en ai plusieurs qui ont été pris l'Ethereum Fellowship, donc de l'Ethereum Foundation, qui est aussi hyper prestigieux. Il y en a qui sont allés chez Paradigm, tu sais, le Fellowship, Paradigm Fellowship aussi. Donc j'ai vraiment plein de mecs qui sont allés dans plein de fellowships. Et le mec m'a dit ensuite, j'ai été recruté chez Polygon. Donc il y a un mec qui était recruté chez Polygon, un mec qui était. Du coup, j'ai bossé 6 mois après ça en interne, et maintenant j'ai trouvé un taf. Et en gros, en un an, je suis passé de. J'ai fait ma première contribution sur OnlyDust. OnlyDust m'a permis de trouver un internship prestigieux, qui m'a permis de trouver un stage dans une boîte prestigieuse. Et aujourd'hui, je suis full-time job dans X telle boîte. Ouais. Je gagne tant par an, je bosse sur des technos de rêve, tout ça en un an, et OnlyDust m'a aidé à toutes les étapes, tu vois. Et une fois, tu vois, chez Minden, Polygon Minden, je sais pas si, bon, moi, si tu connais ou pas, mais c'est une petite équipe de Polygon, très, ils font du client-side proving, bref. On a 3 mecs qui ont changé leur vie chez OnlyDust dans leur équipe sur 12. Ouais. Donc les mecs, on est allé là-bas, et le mec m'a dit, on bossera avec vous, c'est sûr. Là, c'est pas le moment, mais en fait, j'ai 3 mecs de ma team qui ont changé leur vie grâce à vous, donc en fait, on sait que ça marche. Tu vois. Parce que là, vous bossez avec beaucoup de fondations blockchain. Hein. J'ai vu, il y a Optimism, Cosmos, Ethereum, Starknet que tu as cité. Ouais, Starknet, Stellar. On a bossé un peu avec Aztec. Là, on est en train de faire quelque chose d'un peu plus gros. On a bossé avec Aptos. Pareil, on est en train de voir avec Mo, le CEO, pour faire quelque chose d'un peu plus gros, etc. Donc, ouais, ça. Et à chaque fois, c'est quoi l'idée? C'est pour que les développeurs fassent des tâches pour la blockchain, pour le protocole de la blockchain, ou même pour des projets annexes qui se. Non, des projets. En fait, nous, on leur dit. Donc, nous, en fait, aujourd'hui, tu viens, tu peux contribuer sur des projets open source. Mais nous, notre business model, donc c'est un truc un peu différent. C'est on va voir ces blockchains, on leur dit. Aujourd'hui, vous avez déjà des projets open source de votre blockchain qui sont sur OnlyDust. Ce qu'on vous propose, c'est d'onboarder la totalité de votre écosystème open source. Ok. De créer un système où ces projets, en fonction de leur impact, leur intérêt technique et du nombre et du fait qu'ils accueillent ou pas des nouveaux contributeurs, c'est surtout ça. On va leur donner des grants pour accueillir des nouveaux contributeurs parce que ça demande du taf supplémentaire. Et en fait, du coup, sur la plateforme, vous allez avoir 200 projets open source de votre communauté qui vont toucher des grants pour accueillir des projets open source parce que c'est du vrai taf. Pouvoir payer certains de ces contributeurs qui font du bon taf. Et en fait, demain, au lieu d'avoir 20 ou 10 nouveaux contributeurs qui arrivent, qui découvrent la blockchain grâce à votre communauté open source, vous en avoir 100 ou 150 ou 200. Ouais. Et moi, j'ai nos plus gros clients, ils ont 100 nouveaux développeurs qui découvrent leur blockchain grâce à la communauté open source de cette chaîne, grâce à OnlyDust. En fait, sans OnlyDust, en fait, nous, on met en place toutes ces infrastructures. C'est-à-dire, les mecs, ils arrivent, ils voient des projets, ils peuvent collaborer, ils peuvent recevoir des grants facilement, etc. Et en fait, sans nous, tout ça, ça marche pas. C'est-à-dire, les mecs, ils sont sur GitHub, ils cherchent des repos, des repositories, des projets, ils les trouvent pas, ils parlent au mec, ils commandent sur GitHub, le mec, il lui répond pas. Enfin, l'expérience, normalement, elle est hyper compliquée. Alors que là, le mec, il arrive, il voit tous les projets actifs, en un clic, il candidate. Il commence à bosser. Il est pris, s'il est bon. Il y en a plein qui sont pas pris. Mais... Et du coup, ça veut dire que, par exemple, tu vois, il y a un projet qui a un grant de 1 million. Potentiellement, plutôt que d'avoir 1 million et après il va dans la nature, tu sais pas trop ce qu'il fait avec. Concrètement, là, je sais pas si sur le million, il y avait par exemple 500K de dev. En fait, tu peux directement dire, OK, tu as 500K sur OnlyDust, mais tu vas. Moi, je peux dire que nous, on donne mois le mois, parce qu'on a un algo qui distribue l'argent. Donc les gens touchent pas beaucoup, mais tous les mois. Mais ça évite en tout cas qu'il y ait des rug pulls et que le gars se barre. Moi, je peux te dire 2 choses. Première chose, je peux te dire que j'ai donné 100 000 euros par mois à 50 projets open source, en moyenne aujourd'hui un projet reçoit entre 4 et 15 000 par mois, tu vois. Que ce projet onboardé, ils ont un dashboard où ils voient le nombre de devs onboardés, de quel pays et si les devs sont toujours actifs et sur quoi les devs ont bossé quand ils ont reçu leur grant. Chaque euro. Donc au moins tu as un contrôle, quoi. C'est pas, le contrôle il est juste hyper fin. Et la deuxième chose, c'est que moi j'ai 2,5 millions de grants qui ont été donnés à des projets open source sur OnlyDust qui n'ont jamais été distribués. Parce qu'aujourd'hui, les projets, comme on est multi-écosystème,
projet open source, ils disent en fait, si je rug pull un écosystème sur OnlyDust, je rug pull un écosystème, déjà il va s'en rendre compte. Mais OnlyDust va s'en rendre compte et du coup, je vais me faire blacklister. Moi, j'ai des gens aujourd'hui qui ont reçu $100 000 sur 6 mois parce qu'ils ont onboardé plein de gens sans payer. Ils n'ont pas voulu se payer parce qu'ils disaient je m'en fiche, je verrai ça plus tard. Ils ont dit finalement j'arrête ce projet pour X raisons. Ok. Et ils se distribuent pas l'argent alors qu'ils pourraient se faire le virement, tu vois. Ouais. Mais ils le font pas parce qu'ils disent je vais me faire choper. Et en fait. En même temps, s'ils ont bossé sur le projet, l'argent leur. Oui, mais souvent ils se sont payés, mais pas trop. Et ils considèrent que. Ah, et puis nous, tu sais, quand un projet est très performant, on va tendance à leur donner de plus en plus. Et il y a des mecs qui disent non, mais moi, je gagne déjà de l'argent par ailleurs, etc. Le truc, c'est quand t'es pas intéressé par l'argent, t'es intéressé par la tech, et que, by the way, t'as trouvé un taf hyper bien rémunéré. Ouais. Ce quoi qu'il arrive, contribuer au web maintainer sur open source sera toujours moins intéressant qu'avoir un taf hyper rémunéré. Ouais, non, clairement. Voilà. Clairement. Et tu vois, il y a un truc que je me demandais, c'est pourquoi finalement les fondations, quand elles ont eu beaucoup d'argent pendant le bull market, au lieu de donner des grants à des projets, pourquoi elles n'ont pas pris de l'equity pour avoir des intérêts plus alignés. Enfin, je sais pas si c'est plus aligné, mais. Aujourd'hui, c'est la grande réflexion. C'est-à-dire, en fait, jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs modèles qui se développent. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour les grants, jusqu'à maintenant, les fondations, c'était. Le modèle très simple, c'était en gros, tu veux construire sur notre chaîne, on te fait un chèque upfront, quoi. Quoi que tu fasses, si tu fais un projet open source, machin. Et maintenant, en fait, on commence à dire, ok, en fait, quand un projet vient, il y a ce que fait très bien Starknet, Stellar aussi et d'autres, c'est on te donne de l'argent pour découvrir la chaîne. Genre, tu veux lancer un projet, t'as des grants, donc qui sont nous pour l'open source, pour aider des devs sur des micro-grants à découvrir ta technologie et à aller contre ça. Donc, c'est des 200, 300, 400 $ décidés par des maintainers complètement décentralisés sur OnlyDust. Donc, ça, c'est un système. T'as des gens sortis de là, t'as quelques mecs. Donc, t'as des mecs qui vont trouver un taf, t'as des mecs qui vont vouloir devenir maintainer open source, cela reste sur OnlyDust, etc. Mais t'en as un pourcentage non négligeable qui va vouloir créer sa boîte. Donc là, ils vont plus loin dans le funnel. Donc là, tu commences à donner des grants un peu plus grandes. Là, tu as un mec qui dit moi, j'aimerais bien créer un projet. Là, tu vas lui donner 5 000, 10 000. Si ça marche, tu vas lui donner 20 000, 50 000, tu vois. Et tu vas, petit à petit, tu vas lui donner des grants parce qu'il va faire avancer son projet d'apps, etc. Et ensuite, c'est une partie subvention. C'est comme des grants French Tech, tu vois. Et ensuite, quand les mecs grossissent, là, on dit maintenant, on va investir aux côtés de VC contre de l'equity. Et donc ce modèle de en fait un mec arrive et quel que soit son projet et on lui file upfront, maintenant c'est remplacé par micro-grants aux développeurs open source pour attirer énormément de développeurs par la techno et pas pour l'argent, pour avoir une meilleure rétention et un coût d'acquisition beaucoup plus faible. Ensuite des petites grants pour donner aux gens envie de se lancer et leur dire je te dérisque en te donnant 5 000 $. Peut-être que tu vas le perdre, mais de toute façon si tu pars avec 5 000 $, bon mec t'as pas fait l'affaire du siècle. Et voilà, c'est déjà des graines. Et après je te donne des grants de plus en plus grosses et jusqu'au moment où je dis maintenant on arrête les subventions et maintenant on co-investit avec des VC. Et en fait c'est créer ce funnel qui va de l'open source jusqu'au co-investissement avec des VC que les fondations sont en train de faire, et ça c'est la nouvelle méta. Et ça, pour moi, c'est des stratégies de bear market. Hein. Ouais. Et ça, pour moi, c'est efficace. Et ça crée des incentives qui sont bons. Et le problème, par contre, c'est que les boîtes qui n'ont pas OnlyDust au début du funnel, ce qu'ils disent, c'est que souvent, ils ont pas assez de dev. Parce qu'en fait, identifier un dev intéressé par ta techno qui a une idée de projet, le mec, si ça fait pas déjà 3-4 mois qu'il est dans la commu, c'est quand même un peu dur d'arriver sur une blockchain, d'avoir une idée business, de comprendre la techno, de savoir comment ça marche, de connaître un peu l'écosystème. Parce que en fait, contribuer dans l'open source, ça te permet de comprendre l'écosystème, de savoir ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire, de rencontrer des gens, faire des potes, quoi. Et après, ce que je te dis, il y a aussi beaucoup de gens qui juste contribuent et vont finir par trouver un taf dans ton écosystème, dans une mode de ton écosystème. T'as appris le Kero sur OnlyDust, t'as trouvé des trucs cool, tu finis par trouver un taf chez Nevermind, chez Avenu, chez machin. Je parle de Starknet parce que je les ai en tête, mais je pourrais prendre d'autres écosystèmes. Et ou alors tu veux lancer ton projet open source, mais lancer son projet open source et devenir maintainer full-time sur OnlyDust, c'est peut-être 5% des gens, tu vois. Okay. Parce que gérer un projet open source full-time, c'est comme un truc... il n'y a pas beaucoup de gens qui sont faits pour faire ça et qui aiment faire ça. Okay. Bref. Voilà. Et tu penses que... Enfin là, vous êtes focus sur les devs, mais tu penses que demain, ça pourrait être pour tous les autres corps de métier, je sais pas, du marketing? Non, nous, on est plutôt en mode... En fait, pour nous, la blockchain, c'est notre c'est notre premier marché. Et notre logique aujourd'hui, c'est plutôt de dire aujourd'hui on fait l'open source dans la blockchain. Parce que par défaut, tout est open source, il y a un ethos de l'open source qui est incroyable. Parce que, première chose. Deuxième chose, parce qu'il n'y a pas assez de devs. Et que du coup, avoir plus de devs qui font de l'open source, c'est un enjeu majeur pour l'industrie. Et pas juste pour 22 000 devs. 22 000 putain de devs. VS, combien de non-devs Des devs qui contribuent à l'open source dans Rust, je crois qu'il y en a
Non, des devs qui écrivent du rush, je crois qu'il y en a 1,6 ou 2 millions, un truc comme ça. Ouais. Désolé pour les chiffres, c'est pas exact. En plus, ça dépend des rapports. On a 22 000 devs. Ouais, on comprend le rapport de. Mais le rapport, il y a 100 millions de devs qui ont contribué à l'open source dans les 5 dernières années sur GitHub. On a 22 000 devs qui font de l'open source dans le blockchain. Ouais. Il y a un peu un. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Et donc, par défaut, ethos de l'open source, un manque de dev criant qui fait que les gens ont besoin de nous, et le fait c'est hyper dur d'être onboardé sur des projets open source de la blockchain parce qu'il y a plein de complexités, smart contract, plein de nouveautés. Donc un manque de dev et une complexité, un ethos vraiment très particulier, et le fait qu'il y a des financements, des gens qui sont prêts à incentiver des gens à faire de l'open source, alors qu'il y a plein d'industries où les gens disent bah non, en fait c'est gratuit, allez vous faire foutre. Ouais. Mais donc du coup nous c'est notre premier marché qui est parfait, mais dans notre truc de dire en fait l'open source aujourd'hui ça marche, mais en fait ça a un impact déjà énorme sur le monde, mais en fait cet impact il pourrait être 10x, il pourrait être 10 fois plus important. C'est vraiment ça mon truc, c'est de dire en fait l'open source ça c'est une façon de coordonner l'humanité, des techs chacun dans leur chambre, pour développer des technologies accessibles à tous. L'humanité, parce que je disais tout à l'heure, l'humanité n'a rien fait de mieux que ça par le Nutella, tu vois. Et ce truc-là, aujourd'hui, ça marche malgré GitHub, malgré les outils, malgré les boîtes qui veulent pas financer. Et nous, on veut enlever ce malgré et faire x10, tu vois, sur l'impact. Ouais. Donc, on commence par la blockchain. Mais moi, demain, on a commencé à parler avec des boîtes qui font de l'AI, sur des blockchains, tu vois, des mecs avec des gens qui sont dans la communauté Rust, sur des langages, sur des industries, etc. Et tout le monde nous dit, les gars, en fait, ce que vous faites, on a besoin de vous, quoi. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, notre modèle éco et notre cœur, il est à la blockchain, mais c'est notre premier marché. Et c'est quoi votre business model nous, c'est pas compliqué, on prend 0% sur les grants. Donc en fait, comme une fondation, elle distribue 100 000 de grants par an ou 10 millions, c'est pas mon problème. En fait, et ce que je dis, c'est un lubrifiant, l'argent. Si votre doc, elle est trop bien faite, votre techno, elle est géniale, vos projets open source, ils sont hyper contents d'être là, payez personne. Juste utilisez OnlyDust. Et d'ailleurs, je leur dis de distribuer le moins de grants possible, parce qu'une fois plus que je dis, plus tu distribues de grants, plus ça veut dire qu'il y a des frustrations qui empêchent les gens de contribuer. Donc en fait, toi, ton objectif, c'est pas de distribuer plus de grants, c'est de supprimer ces frustrations. Tu vois. Okay. Mais nous, du coup, les gens, ils payent un fees annuel. Les fondations, nos clients, ils payent entre 500 000 et pour les plus gros, enfin, pour les gens, on a des tout petits clients, mais c'est pas vraiment. Notre customer type, c'est entre 500 000 et 1,5 million par an. Pas de grant, de fees pour la plateforme. Ok. Et d'ailleurs, là, par exemple, sur 2023 ou 2024, vous êtes à peu près à combien de CA, si tu peux... Cette année, alors après, on a l'ARR qui fluctue en fonction des tokens, mais on va finir l'année comptable 2024, on va finir à 4,5 millions, je pense. Ok. De chiffre d'affaires. Ok. Pour 13, en plus. Pour 13, Après, attention, il y a les fluctuations des tokens. Ouais. Je sais pas quel sera mon chiffre d'affaires l'année prochaine. Et d'ailleurs, quand tu reçois du token, tu le revends direct. C'est quoi ta strat Bah en fait, alors ça, je suis content que ça dépend. Voilà, c'est un peu gênant ça parce que comment dire ça. En fait, ça dépend du client, c'est-à-dire on a des clients chez lesquels on a un peu une position de manager de portfolio, c'est-à-dire on a des clients chez lesquels on va aller chercher un upside. Ok. Tu vois, Starknet par exemple, on a dit on va être payé en token avant et en fait on veut pas être en dollars et en fait parce qu'on pense que le token va exploser parce qu'on est bullish long terme, etc. C'est bien, là vous faites des bagues pour le bull market. C'est ça, on a fait. Et du coup, on a vendu une partie quand même au moment du launch du token parce que c'était haut, tu vois. Ouais. En fait, on avait un plan de vente. Et parce que au moment du token, je crois qu'il était à 2,20, quelque chose comme ça. Là, il est peut-être à 40, 50. Il était à 3,6. Ouais, il est monté à 3,6. Il était à 3,6 le jour du lancement. On n'a pas pu vendre le jour du lancement une partie, mais en moyenne, on a vendu à 2,4, 2,5 la partie qu'on a vendue. Ok. Ce qui était clairement une nos expectations, on pensait que ce serait un 1, 1, 2, tu vois. Ok. Et du coup, maintenant, par contre, on a gardé une partie avec laquelle on fait de la DeFi. Ça représente quand même quelques centaines de milliers de dollars minimum, en DeFi. Enfin, en DeFi, il y a des gens, ils disent, c'est qui ces mecs? C'est OnlyDust. Genre, on a un protocole, ils nous avaient écrit en mode, vous êtes qui en fait? C'est quoi ce gros? C'est OnlyDust, bonjour. C'est ma CFO fait un peu de DeFi. Il y a des trucs safe, tu vois, mais bon, c'est notre argent. Et après, on a une stratégie avec l'argent de nos clients qui nous payent upfront. Les grants aussi, les fees et les grants. Là, pour le coup, on fait rien. Enfin, on fait soit du stacking, soit rien, quoi. Okay. Et l'argent, nous, en propre, sur lesquels on est un peu plus... on fait des trucs assez safe, hein. On fait pas des trucs très exotiques, on fait pas de leverage, etc. Mais bon, c'est quand même une grosse partie, c'est une partie de notre business. Et donc là, on prend l'upside et on a des clients où juste on dit, ok, là maintenant on est assez couvert, du coup on vend au jour le jour. Okay. Genre on reçoit tous les mois ou tu vois, par exemple, si un client me paye avec 6 mois d'avance, je vais vendre sur 6 mois
tous les jours un petit peu. Ok. Je vends pas tout d'un coup, je fais pas du trading, je vends vraiment en lycée. Et pareil, il y a des clients avec lesquels je fais des deals en équivalent dollar, parce que je sais pas si leur token va monter ou descendre. Et en fait, il y a des clients avec lesquels je fais un deal en token, parce que je parie que le token va monter. Tu vois. Ok. C'est pas un équivalent dollar. Donc équivalent dollar payé en token ou token. Donc j'ai toute une stratégie. En gros, j'essaie de me comporter un petit peu en bon gestionnaire. Et mes clients sur lesquels je suis pas particulièrement bullish, je vais plutôt demander un équivalent dollar et vendre au jour le jour. En ayant toujours un petit bac quand même. Et les clients sur lesquels je suis très bullish, je vais prendre des tokens loqués. Je vais pas hésiter à accepter des tokens loqués sur 1 an, sur 2 ans, pour avoir des contrats plus gros, et je vais libeller mes contrats en tokens. Donc j'ai vraiment 2 stratégies en fonction. Ok. Donc ta CFO, c'est vraiment une asset manager aussi. Ouais, ma CFO, elle fait beaucoup ça. Nouvelle interruption rapide pour vous dire que j'ai créé un groupe WhatsApp pour fédérer la communauté du podcast Crypto Coulisses. Si vous voulez rejoindre ce groupe WhatsApp, je vous mets le lien en commentaire et c'est reparti pour l'interview. Ouais, je trouve ça intéressant maintenant de revenir sur comment tu as eu l'idée de Only Dust. Est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière? Parce qu'à l'époque, comme on le disait, tu étais un peu... Oui, ce que je disais tout à l'heure, en fait, Only Dust, c'est drôle parce que maintenant, quand on présente ce qu'on fait à des VC, parce que du coup, on a levé un premier fonds avec un fonds français, c'était First. Et Fabric, qu'on a levé du coup il y a 1 an et demi avec très content. D'ailleurs, très 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 bon VC, hein. C'est pour les gens qui nous écoutent. First et Fabric. First et Fabric, très content, très très content. J'ai des histoires horribles de gens qui me racontent des trucs, mais eux, ils sont impeccables. Quel type d'histoire, par exemple Des mecs qui sont là, qui te forcent à lancer ton token, qui te mettent de la pression, qui te font des... Enfin, les VC avant des énormes FDP. Hein. Non, mais c'est comme tout, quand t'as de l'argent par dizaines, par centaines de millions, ça sort pas le meilleur des gens. Genre, on parlait des grands, on parle des VC, voilà, il n'y a pas de mystère. Hein. En fait, l'équivalent d'un lancement de token, c'est l'équivalent d'une entrée en bourse. Un VC traditionnel, quand il investit dans une boîte, l'entrée en bourse ou la vente, c'est à horizon 7-10 ans. Là, tu peux l'avoir en 6 mois. Genre, ça les rend fous. C'est tout. Ouais, ça dumper le token sur le retail après. Ouais, ça rend fou les gens, c'est tout. Bref, et du coup, non, au début, en fait, du coup, on lève avec First, au début, sur un truc complètement différent, Web 2, bref. Je vends ma boîte. En fait, on a levé avant de vendre Germinal, donc mon agence de growth d'avant. Ça n'existe plus d'ailleurs, Germinal. Ça a été les gens qui ont racheté, du coup, ont fini par la fermer au bout de 2 ans et demi, quoi. Ok. Ce qui me met beaucoup de regrets, parce que c'est ton bébé, quoi. Ouais. Mais... J'aurais pas géré les choses comme ça, mais c'est l'expérience. Je vais pas en. Voilà. Du coup, quand les gens disent. Quand t'as une. Alors, moi j'avais vraiment envie de passer à autre chose. Le service c'était vraiment compliqué. Le service en France, je voulais vraiment passer à autre chose. Donc je suis content d'avoir vendu pour cette raison-là. Mais par contre, aujourd'hui, la boîte. Tu vois, moi je me repose la question tous les 6 mois. Est-ce que si aujourd'hui je relançais une boîte, je relancerais une boîte différente? Là, pour l'instant, la réponse est non. Et moi, tant que je me dis pas, putain, j'ai vraiment envie de relancer autre chose, never sell your company, quoi. C'est ce que je dis aux gens. Carrément. Vraiment. Bref, et du coup, ce qu'on a fait, c'est que au début, on DAO tooling, donc comme j'ai dit, donc des outils pour les organisations décentralisées. On s'est rendu compte qu'on avait plus de concurrents que de prospects. Ouais. Et quand tu dis on, c'était ton associé de Germinal. Paco, ouais. Et aussi, il y avait Abdel dans la team. Si, au début, il y avait Abdelhamid Bakta, ouais, qui est maintenant Head of Ecosystem de Starknet. Head of Ecosystem de Starknet, qui est devenu notre plus gros client, ce qui est drôle, du coup. Donc ouais, les 6 premiers mois, on était avec Abdel aussi. Il a commencé au tout début avec nous. Donc on a fait ça. Ensuite on s'est dit ok, DAO tooling ça marche pas au bout d'un mois et demi, genre. Pas vraiment. Direct. Non mais vraiment, je suis désolé, quand t'as vraiment tu découvres des compétiteurs à toi qui lèvent des valos énormes tous les jours et que tu vois pas de clients. À l'époque, les DAO, enfin tu sais, il y avait des clients, mais il y avait genre 50 DAO ou 100 DAO avec des énormes budgets, impossible de les joindre. Les mecs sont utilisés pas organisés, c'était juste des gros votes. Enfin on était vraiment ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'organisation décentralisée dans ce qu'elle a de pire. C'est-à-dire aucun retour et utilisation de ce qui a été fait dans l'humanité avant sur les organisations décentralisées, tu vois. Genre le bouquin de Frédéric Laloux, tu vois, un truc très basique qui explique plein de choses sur l'organisation plate, etc. Tu vois, genre rien. Et énormément d'argent qui fait que ça corrompt tout le monde, même les gens les plus motivés finissent par péter un câble. Donc, bref, on switch. Là, on se dit on-chain, on va faire Gitcoin on-chain, parce que je trouvais ça intéressant, la logique des ventes, etc. Et là, on se dit, ok, on va déployer. On déploie, et là, on rencontre Starknet. Henri, à l'époque, je me souviens, qui nous dit, venez build sur Starknet. Je sais pas si c'était un bon ou un mauvais choix, mais du coup, on rentre dans la communauté Starknet. Et donc, en avril, on les rencontre, donc il y a 2 ans et demi, on les rencontre à Amsterdam, à DevConnect. On avait loué un bateau toute la semaine, un vieux bateau, où on dormait dedans, on a fait des soirées dedans. Genre, en fait, c'est le dernier truc dispo sur Airbnb, personne n'avait osé le louer, je pense. Et on a fait plein d'événements dedans, et tout le monde, en fait, et on est parti avec un skipper. En fait, on avait un skipper, mais c'était un vieux bateau, c'était pas un truc de ouf du tout. C'est une sorte de péniche. Genre, ouais, c'était une péniche avec 18 chambres, genre 18 lits, tu vois. Alors, par contre, t'étais hyper serré. Les gens, c'était 5000 balles la semaine, tu vois.
pour 18 personnes. Enfin, moi, je pouvais emmener toute la team. Genre, à Amsterdam, à ce moment-là, quand je prenais le dernier moment, c'était hyper cher. Ouais. Et genre, et à la fin, on l'a mis dans un parc et c'était secret party. T'avais un point GPS et tu devais trouver le bateau pour venir à la partie. Et du coup, c'était blindé. Le bateau était blindé de gens. Tu sais, un side event. Genre, j'y repensais avec on a eu Team Beko, des terrains de fondation. On a eu des mecs trop stylés qui sont venus. J'étais en mode, aussi grâce à Abdel, tu vois. J'étais en mode, what the fuck, genre. Bref, alors que j'ai entendu des trucs avec des énormes budgets où il y avait personne, tu vois. Enfin, c'est toujours pareil, les side events. Oui. Et du coup, bref. Et là, on rencontre Ouril, CEO de Starkware à l'époque. Du coup, Starknet Foundation n'était pas encore créé, etc. Ouais. Et il me dit, tiens, c'est génial ce que vous faites et tous les gars. Et on rentre 2 semaines après, Gitcoin, pourquoi pas et tout. Mais genre, j'aime bien votre ambiance. Et 2 semaines après, il dit, ouais, vous êtes dans les trucs des Grants, tenez, on vous file $50 000. On va lancer un truc de Rick Grant. Essayez de distribuer ces $50 000 à des devs vous-même et on voit ce que ça donne. Vu que vous avez l'air de faire des events où il y a des devs, que vous voulez faire un truc Gitcoin, vous êtes un peu technique, mais tu sais, un peu random, tu vois. Ouais, en mode. En jeu, vous avez une super énergie, vous avez de l'expérience, je vous file $50 000 et faites du mieux, et si ça marche pas, vous me les rendez, c'est pas grave. Et ils ont donné ça à 3 boîtes. Les 2 autres boîtes, ils ont fait des trucs, ça n'a pas trop marché. Okay. Et nous, après, ils nous ont donné $100 000. Tu vois, 50, ça a marché, ils ont dit, bah, tenez 100 000. Puis tenez 200 000. Puis bon, pour finir à 14 millions, tu vois. Ouais. Mais de Grant. Et juste, ils nous ont dit, bah, et en fait, ils nous ont donné cet argent, on a essayé de distribuer. On a discuté avec d'autres gens qui distribuaient des grants à des devs. On a vu qu'en fait, on a vu ce qui marchait, on a vu ce qui marchait pas. On a parlé avec plein de gens. Et en fait, on a itéré. On a essayé de faire des bounties. Après, on a essayé de distribuer l'argent pour tous les projets dev, pas open source, qui onboardaient des gens. Après, on a essayé de payer les gens, des freelances, enfin, qui payaient. En fait, on a essayé plein. J'ai tellement de trucs qu'on a essayé, genre comme des débiles. Ouais. Genre vraiment, on a essayé. C'est bien, c'est dans le test learn. Ouais, le test learn, on a lancé 3 produits. On a notre app, elle a été. Enfin, tu regardes l'app 1 an après, genre, il y a la moitié, 80% des features qui ont disparu. Ouais. Genre, vraiment un truc de malade. On a essayé du voting, du machin, du tout. Et on est arrivé à ce modèle où en fait on est un réseau social où, pour les contributeurs open source, donc social dans le sens pour un contributeur open source très particulier, genre tu peux pas poster de messages et tout, oui. Tu vois ton code, tu vois ta réputation, tu vois les challenges que tu as fait, enfin c'est très très particulier quand même. Et juste et en fait maintenant on aide les maintainers, les contributeurs à se rencontrer et on a des fondations qui peuvent sponsoriser certains projets si ça les intéresse pour aider leur communauté open source à travers OnlyDust à onboarder plus de gens, et dans ces gens-là ils peuvent identifier des profils intéressants pour créer des dApps, pour être recrutés, etc. Mais on a essayé dans tous les sens et en fait c'est 1 an et demi d'itération. Je pense qu'au bout d'1 an on a compris ce qu'on voulait faire. On s'est dit ok, c'est l'open source, c'est la blockchain, c'est la distribution de Grant dans l'open source blockchain. 1 an plus tard, on a. Donc, au bout d'1 an, là ça fait 2 ans, 3 quarts. Et quand tu dis au bout d'1 an, on savait qu'on voulait faire ça. En fait, au début, vous étiez vraiment dans ce process on testait ouais. Tous les mois, ça changeait. D'ailleurs, c'était dur pour l'équipe même. Ouais. Au début, on a recruté qu'une équipe de Rust Engineers qui faisait de la blockchain. Okay. Tous les devs quasiment. Et c'est pour ça qu'Abdel est parti, parce que c'était plus un projet Web3 à la fin. Oui. C'était juste un et du coup, il est parti, il a dit Starkware, en fait, il disait, mais en fait, moi, ce que je veux faire, c'est Starkware. On a discuté, il est parti, du coup, c'est notre plus gros client. Donc, d'ailleurs, pour nous, c'est génial, parce qu'en plus, il a été hyper fair. Abdel est parti, ça s'est hyper bien passé. Dès qu'il est parti de l'autre côté, il s'est mis à utiliser OnlyDust. Et aujourd'hui, c'est le mec qui nous fait le plus de feedback. Enfin, c'est génial. Et d'ailleurs, je le remercie. C'est très cool de bosser avec ce qu'il a fait, de bosser avec lui. Il est hyper actif, il a une énergie de malade, il a pris énormément d'ampleur chez Starkware, il fait un taf de ouf. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on a eu 1 an. Après, au bout d'1 an, on savait ce qu'on voulait faire. Et on a trouvé notre business model il y a genre 6 mois. C'est-à-dire que là, on distribuait des grants, mais on se disait. Et au début, on prenait un pourcentage. C'est-à-dire, plus on distribuait de grants, plus on gagnait d'argent. Mais en fait, on était désalignés avec nos clients parce que du coup, c'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait, et à un moment, les clients ils nous ont dit, mais nous, en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des devs. En fait, moi, les grants, moi, en faisant distribuer, plus ça m'intéresse. Tu vois. Enfin, et du coup, maintenant, on dit aux clients, et en fait, c'est pour ça qu'on a créé le système. En fait, les devs viennent sur la plateforme et même sans grants, c'est génial. Enfin, c'est génial. Aujourd'hui, ça marche. Et dans 2 mois, ça va vraiment être ouf, tu vois, parce qu'on a vraiment beaucoup essayé. On a beaucoup de choses qui arrivent. Et donc, on a eu 1 an pour comprendre ce qu'on faisait. 1 an pour le faire et se rendre compte que notre business model n'était pas aligné avec nos clients, que les développeurs trouvaient ça cool, mais qu'il y avait des side effects à distribuer trop de grants et qu'on était désalignés. Et là, ça fait 6-9 mois qu'on est vraiment. Et là, on est en train de craquer Maintenant qu'on a notre business model et qu'on sait ce qu'on fait, là, on est en train de craquer notre distribution, c'est-à-dire comment on a beaucoup plus de devs. Et là, c'est ce qu'on a fait sur les 6-9 derniers mois, c'est-à-dire avoir plein de communautés locales. Et comment est-ce qu'on signe des deals avec des gens qui sont trop contents, quoi. Et des gros clients. Donc comment on scale le nombre de deals qu'on signe, passer d'un client qu'on avait Starknet maintenant à une dizaine,
et comment on passe de 50 devs actifs à des milliers, tu vois. Ouais. Et donc là, c'est ce qu'on a réalisé cette année. Parce que d'ailleurs, pour faire l'acquisition sur les fondations blockchain, j'imagine que en fait, il n'y a pas 1 milliard de fondations blockchain, il y en a peut-être des dizaines, centaines. Alors en fait, il y en a quand même beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Ouais. En fait, nous, des clients potentiels qui peuvent payer entre 500 000 et 2 millions, 1,5 million, 2 millions pour les... Ouais. Je disais 1,5 million les plus gros, mais je pense qu'il y a certains clients qui vont finir à 2 millions par an. C'est quoi votre marché adressable en termes de... À mon avis, c'est au moins une centaine de boîtes. Oh, et après, sur des petits à entre 100 et 200 k annuels, pour nous, en fees, il y en a au moins 300-400. Mais je veux dire, c'est pas énorme non plus, tu vois. Ton marché, tu le connais, c'est pas comme s'il y avait des milliers. Oui, exactement. Non, mais par contre, au début, nous, on pensait qu'il y en avait 20. Quoi. Ouais. Ok. Non, mais au début, on était en mode, on va faire 50 Ce millions. qui aurait été chiant en termes de taille de marché. À un moment, on s'est posé la question, il y a 6-9 ans, on a eu le doute, quoi. Et non, et du coup, c'est assez facile de l'identifier. Et là, nous, c'est plutôt, on choisit des mecs qui bossent bien, qui ont... Aujourd'hui, en fait, on a plein de gens qui veulent bosser avec nous. Après, plein de gens qui veulent bosser avec nous parce qu'en fait, ils veulent notre communauté de dev. Hein. Oui. Qui est sur la plateforme. Je suis pas. Oui, t'es pas dupe. Ouais, je suis pas dupe. Hein. C'est juste, on a la ressource la plus difficile à avoir de toute la blockchain. Et on l'a en abondance. Donc, sauf que moi, je peux pas onboarder 50 blockchains. Ouais. Ce qui viendra pas pour tout le monde, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai pas mon acquisition de dev, enfin, peut-être un jour, hein, mais. Ouais, mais moi, les devs, j'ai envie que ça prenne entre eux. J'ai envie de les protéger de. Enfin, moi, mes devs, c'est mon joyau, quoi. C'est la couronne, c'est-à-dire c'est ma communauté, je peux pas les trahir, j'ai pas envie d'aller trop vite et je préfère faire beaucoup moins de revenus et pour que eux aient gardé une bonne expérience, tu vois. Parce que si on les perd eux, on a perdu le sens de notre mission et on a perdu notre boîte. Donc tu perds la qualité de ta communauté. Ouais, je perds tout, quoi. Ouais. Non mais alors, moi ça me fait penser à une question, tu vois, c'est comment tu choisis une blockchain par rapport à une autre, ça va être quoi tes critères de décision? Ouais, c'est assez facile, est-ce que les mecs sont bien organisés? Ouais. Déjà désolé, mais désolé pour plein de blockchains. Est-ce qu'ils ont besoin de développeurs, c'est-à-dire badly, tu vois? Parce qu'il y a plein de blockchains qui sont hype pendant 6 mois, ils ont pas besoin de dev. Ça dure 6 mois, et ça sert à rien de leur parler dans ces 6 mois-là. Ouais. Parce que les mecs sont en mode, ouais, on a plein de devs et tout, on en reparle. Parce que les gars, parce qu'en fait, les devs ils rotate. Bien sûr. Nous, on attire des nouveaux devs. Mais la plupart des devs rotate. Donc souvent, une blockchain, quand ils sont au sommet, ils ont l'impression que tout va bien parce que tous les devs rotate vers eux, puis après ils rotate vers les suivants. C'est ça. Donc nous, on leur amène des nouveaux mecs qui découvrent. Nous c'est des devs web 2, hein, la plupart. C'est ça qui est difficile à faire. Et nous, on des nouveaux, quoi. Des mecs qui sont intéressés par la techno et tout. Et donc, souvent, eux, on leur parle pas. Donc, on parle à des gens qui savent qu'ils ont besoin d'attirer des devs, qui ont déjà lancé un programme de grant et qui savent pourquoi ça marche pas. Tu vois, qui vont pas nous réinventer la roue et nous dire, mais distribue, tu vois, genre, qui ont une vraie expérience. Qui ont souvent son non EVM, donc en fait, qui ont un nouveau langage, une nouvelle techno, qui ont en fait une innovation qui fait que les tech, qui fait que ça va exciter les devs, tu vois. Et qui ont un écosystème open source qui est déjà constitué, avec genre au moins une trentaine, une quarantaine de projets. Okay. Après, on signe d'autres clients avant, après. Pas exactement, mais ça, c'est vraiment les mecs, quand on les voit, on leur dit, il faut vraiment qu'on bosse ensemble. Et souvent, c'est des deals qui sont signés très très vite. Okay. Et je te disais, nous, l'obsession, c'est aussi comment moi je crée moi, objectif. Je pense que là, juste sur le marché blockchain, c'est une boîte qui peut valoir quelques milliards. Après, le marché plus grand, c'est encore autre chose. Parce que si on révolutionne l'open source au niveau global. C'est ça. Et tu vois, moi, j'ai pas envie de faire. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est est-ce que tu as envie de faire au-delà des devs? Non. Moi, j'ai envie que demain, tous les gens qui font de l'open source dans le monde, tous les devs, dans un premier temps, en fait, là, aujourd'hui, dev blockchain, demain, tous les devs qui font l'open source dans le monde utilisent OnlyDust. Ouais. Et demain, j'ai envie que tout l'open source du monde soit sur OnlyDust. C'est-à-dire que demain, les mecs qui font des réacteurs dans 10 ans, tu vois, pas demain, mais qui font des réacteurs en open source, qui font des modèles de fusées, qui font des autopilotes, qui font des AI, etc. Tous ces gens-là qui font de l'open source, ils viennent et ils se rendent compte et ils collaborent sur OnlyDust. Ok, ouais, très clair. Je vois la vision. Voilà. Mais là, pour l'instant, on revient du coup à aujourd'hui. Là, et du coup, on a les mecs que j'ai identifiés avec les 5 critères que je t'ai donné tout à l'heure. On en a une quinzaine qui sont identifiés, qui sont vraiment ouf et on veut bosser avec eux. Et j'ai pas l'impression, mais vous avez des concurrents ou Bon, les concurrents, c'est des programmes de grande gère en interne, par les gens. Ok, ouais. Donc c'est quand même une forme de concurrence. C'est les gens qui disent nous on fait des hackathons en interne, ça marche pas trop mal et tout. Ouais. Le problème aujourd'hui, c'est que tous les mecs qui ont de la data sur leur acquisition de dev du côté fondation, ils nous disent qu'il faut bosser avec nous parce qu'ils disent mais en fait l'open source c'est génial pour onboarder des mecs, c'est la meilleure façon de le demander. Les mecs qui ont pas de data, ils nous disent bah non c'est bon, on a pas besoin de bosser avec vous, nous on paye pas si cher. Tu sais que j'ai une fondation, il y a quand même des fondations que je nommerai pas, qui sont pas dans mes clients non plus. Leur coût d'acquisition pour un dev qui utilise leur chain avec un temps médian d'une 50aine de jours, donc durée de vie médiane du dev de 50 jours, essaye de deviner le coût d'acquisition. J'allais dire 50K ou 250 $, le quarter million. C'est monstrueux. Enfin, c'est... Voilà, et en fait, là, on est au summum de l'argent jeté par les fenêtres. Parce qu'ils l'ont calculé. Ouais.
au moins ils l'ont calculé. Il y en a plein calculé. qui payent des prix hallucinants mais qui le calculent pas et qui ont, tu vois, moi par exemple, les mecs ils ont des courbes de rétention, ils voient chaque mois sur leurs devs open source qui ont été onboardés via la communauté grâce à la plateforme, et les grandes qui sont distribuées, combien il y en a qui sont encore là, combien il y en a qui ont churn, combien il y en a de nouveaux, et ils peuvent voir les listings et ils peuvent les contacter si le dev l'autorise. Ça c'est hyper important. Parce que de plus, les devs c'est notre joyau, tu vois. Bah ouais. Et on fait tout pour eux, tu vois. Et sans eux on est rien du tout, quoi. Mais en fait, les autres ils savent pas, quoi. Ils distribuent de l'argent dans un tableur Excel, ils ont un contact, le mec il leur écrit, ils répondent pas. Ouais, et je pense que c'est assez significatif. Finalement, ça dépend un peu le tableau global. Aujourd'hui, c'est quand même un monde assez encore amateur, pas pour toutes les blockchains, mais pour beaucoup. Ouais, et nous, on veut pas bosser avec des amateurs qui ont eu de la hype, quoi. Et qui ont eu des meme coins qui ont bien marché, tu vois. Même si les meme coins, on peut débattre, ça a quand même, c'est des choses intéressantes. Mais du coup, on en est là et on a beaucoup itéré. Et c'est drôle parce que j'en parlais avec Pierre Antron, du coup, notre VC, et Max Merch, qui est partenaire chez Fabric, qui nous disait en fait, vous avez construit quelque chose pas à pas, à itérer comme des malades, mais en fait, qui est fondamentalement nouveau. Ouais. Oui, vous avez créé un marché. En fait, dit à très peu de gens, en fait, il y a un vrai problème, par contre, que tout le monde avait vu. Je veux dire, le problème l'open source, c'est un truc génial, mais c'est très dur de contribuer. Et les gens qui y passent énormément de temps, c'est très difficile d'avoir des rewards, surtout les maintainers et les contributeurs dans une certaine mesure, les maintainers, parce que nous aussi, on finance beaucoup les maintainers, parce qu'eux, ils font beaucoup. En fait, les maintainers, ils font le taf que personne ne veut faire. Donc, eux, pour le coup, les payer, c'est normal, parce que moi, j'ai des mecs qui travaillent 20 heures par semaine sur leur projet, ils touchent 0, tu vois. Donc là, je te parlais beaucoup des contributeurs, le monde des contributeurs, mais les maintainers, eux, ils devraient être payés juste parce qu'ils. Enfin, c'est même pas des grands, en fait, c'est juste qu'il faut leur donner de l'argent, ces gens, parce qu'aujourd'hui, ils font du travail non rémunéré pour tout le monde, des public goods, tu vois. Bref. Non, parce qu'en fait, maintainer, entre guillemets, là pour le coup, il y a vraiment cette notion de travail. Alors que c'est un vrai taf, ils doivent répondre aux gens, ils doivent maintenir le code, ils doivent prendre les feedbacks, c'est un vrai travail. Alors que les contributeurs, ils découvrent une techno, ils aident, et après, ils vont dans l'écosystème faire autre chose. Mais les maintainers, ils sont là, ils sont sur leur projet, et si leur truc qui tombe, il y a d'autres projets qui tombent, tu vois. Et eux, ils ont une vraie responsabilité. Quand ils partent en vacances, il faut qu'ils répondent aux trucs, tu vois, et ils font ça gratuitement. Donc, nous, on aide. Il y a ce problème-là de l'open source, et donc ce problème-là, il existait, et on est en train de le résoudre, de comment on aide les contributeurs et les maintainers à se rencontrer, à mieux travailler ensemble, et comment est-ce qu'on injecte de l'argent au bon endroit, au bon moment, et que ça fait sens pour les maintainers, pour les contributeurs. Parce que des fois, il n'y a pas besoin d'argent, comme je te disais tout à l'heure. Et il y a beaucoup de cas où il n'y a pas besoin d'argent et très peu de cas où il y en a besoin, mais il faut les identifier, il faut pouvoir donner. Et comment est-ce qu'on trouve des sponsors qui s'y retrouvent quand ils donnent de l'argent, que c'est pas juste qu'ils donnent de l'argent comme ça. Mais ce problème-là, il est énorme. Ça fait 20 ans qu'il est là et que tout le monde le voit, tu vois. Il y a plein de gens qui essayent de trucs et on a trouvé un axe complètement différent de l'attaquer grâce à la blockchain et grâce au fait que... Je pense que, assez paradoxalement, c'est un bot qui est dev depuis très longtemps, qui a un peu plus d'une quarantaine d'années. Et il me disait, en fait, vous êtes arrivé avec un esprit complètement neuf. Ouais. Mais c'est marrant, je voyais un post LinkedIn, n'a rien à voir là-dessus ce matin, mais en gros, les experts n'ont pas cette naïveté, tu vois, quand ils arrivent sur un marché, et que quand tu découvres un marché, peut-être que tu vas plus le challenger. Mais moi j'ai dit non, mais c'est pas comme ça et tout. Tu vois. Mais par contre, je te le dis, il y a 3 ans, on m'avait dit tout ce que je savais pas, je me serais jamais attaqué à ça. Je veux dire, t'imagines que là, ça se met à marcher, mais là, c'est ce qui se passe, c'est assez ouf, tu vois, mais putain, quoi. 2 ans, puis nous, on recrutait les ingénieurs, ils disaient, mais on va où, quoi. Genre, mais tu vois, tes techs, ils sont là, tu prends un produit, tu le jettes, tu fais un autre produit, tu le jettes, tu fais un autre produit, tu le jettes. Moi, de mes ingénieurs du début, il m'en reste que 2, il reste que Anto et Olivier. Les mecs, ils sont là depuis le début. Tous les autres, ils sont partis juste parce que, les mecs, chez moi, ils sont arrivés, ils ont fait du Solidity. Après, ils ont fait du Kero. Après, ils ont fait du Rust. Et maintenant, ils font du Java. J'ai des mecs dans ma boîte. Dans ma boîte, ils sont en mode. Les deux back-ends qui sont restés, ils sont en mode, mais tu te rends compte, genre on a fait 4 langages de programmation, on a fait 3 produits différents, mais les mecs ils étaient en mode non, mais on sait qu'on va finir par trouver un truc, tu vois. Et maintenant c'est logique ce qu'on fait quand je l'explique, ça a du sens, machin, mais ouais, c'était chaud, quoi. Mais c'est intéressant d'ailleurs, parce que comment tu gérais ça en interne avec tes devs, tu vois, et ton équipe est-ce qu'il y en a qui comprenaient vos choix, tu vois, parce que effectivement. Faut bien expliquer, quoi. Est-ce que vous preniez le temps de l'expliquer ou... Ouais. Oui, tu sais, je te dis, moi vraiment, j'ai une ambition d'avoir une boîte à plusieurs milliards avec moins de 20 personnes. Donc chaque personne, je prends le temps, tu vois, elle est là vraiment pour une on se voit, je prends tous ces, je dis, tu vois, j'ai Olivier par exemple dans l'équipe qui est toujours très sharp à me dire, je comprends pas ça, c'est question business, etc. Et toujours, on prend le temps de discuter et c'est pas toujours agréable, tu vois, parce que les gens ils posent des questions que
t'as pas envie qu'on te pose, tu vois. Ouais. Mais non, je prends toujours le temps de discuter avec l'équipe et au début on a eu beaucoup de problèmes de rétention, mais là ça fait 1 an qu'on a personne qui a démissionné, tu vois. Après on a rompu une période d'essai, on a quelqu'un qui est parti d'un commun accord avec un conflit avec des membres de l'équipe, il y a toujours des petits trucs comme ça. Oui. Mais 2 personnes, mais sur non, ça fait 1 an et 3 mois qu'on a 6 mois qu'on a c'est la même team et que juste les gens ils montent en charge, quoi. Mais tu vois, notre DevRel Emily donc qui gère la relation avec les développeurs, la commu, elle savait même pas ce que c'était l'open source quand elle arrivait dans la boîte. Ça qui est fou, ça qui est et génial. Maintenant genre parce que le problème c'est que tu vas avoir un chasseur où tu cherches un candidat, tu lui dis moi je bosse dans l'open source en blockchain, et là tu te dis comment ça tu dis donc j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui a des connaissances en marketing, qui sait comment parler aux développeurs. Sans parce que les développeurs en fait les développeurs ils ont pas envie qu'on les bullshit, qu'on leur fasse des publicités, des machins, tu sais, c'est pas des gens que tu peux attirer par des trucs brillants, tu vois. Et puis quand bien même si tu leur parles et que tu sais pas leur parler, tu vas il va dire mais qu'est-ce que tu fous, tu vois, genre casse-toi, tu vois. Et genre je me souviens j'avais fait le brief et un cabinet m'avait dit ce profil n'existe pas, tu vois. Et pareil pour notre business développement, quelqu'un qui sait parler à des fondations blockchain, mais qui a pas pris la grosse tête, qui comprend, qui aime bien l'open source. Enfin, Alex, avec le marketing qui vient de chez Ledger avant, franchement, il est arrivé, t'es en mode, wow, il va falloir que t'apprennes. Bon, il a ramp up de ouf et maintenant, c'est un délire, tu vois, mais. Faut prendre des gens où tu penses qu'ils ont le potentiel pour le faire et il faut les coacher et pour qu'ils réalisent leur plein potentiel, quoi. Okay. Après c'est possible parce que si on était 50 on pourrait pas le faire, ou 100, mais moi je peux coacher chaque personne de mon équipe, tu vois. Ouais, c'est hyper intéressant, je trouve, cette vision de dire ok, j'essaye de construire une boîte qui va pouvoir prendre de l'ampleur mais rester vraiment une équipe à taille humaine, tu vois. Ouais, pour moi recruter c'est la solution de facilité. Mais en fait recruter c'est comme éviter d'avoir une conversation difficile avec un ami. Sur le moment c'est plus facile, mais à un moment tu vas payer les intérêts, tu vois. Et donc là, nous, on me disait mais recruter. Et on a passé des moments mais horribles avant de trouver la bonne équipe. Où moi je gérais les ventes, Paco il gérait le produit, le machin, enfin t'es des trucs où t'es là, t'es co-founder, tu gères. Bref. T'as une charge de taf de malade. Tu vois 60 candidats, tu dis 59 fois non, quoi, pendant 6 mois, et là tu trouves le mec. Et tu dis alléluia. Et là ça marche, tu le coaches, et là. Et le truc c'est qu'une petite équipe comme ça c'est hyper facile de prendre des décisions, c'est hyper facile de se voir, tout est tellement facile en termes de communication, tout est tellement rapide, tu vois. Et donc du coup tu payes très 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 cher au début à trouver la bonne personne, à la coacher, à te tromper, mais quand t'as trouvé la bonne personne, le bon crew, après là c'est et nous c'est pareil, du coup on crave, enfin tu vois cette année on va faire du bénéf. Du coup, on est beaucoup plus indépendant, on peut choisir nos fonds, on a encore 70%, l'équipe et Paco et moi, on a encore 70% de la boîte. Donc du coup, là, si on lève, on lève à nos conditions, avec qui on veut, pour le pourcentage qu'on veut, pour faire, tu vois. Et du coup, même avec tes VC, ils sont contents parce qu'ils voient qu'il se passe des trucs et que t'es pas le couteau sous la gorge, donc tu maîtrises tout, quoi. Et alors qu'il y a des boîtes qui ont recruté, du coup, qui doivent absolument lever, donc du coup, qui doivent vendre la lune, qui peuvent pas prendre. Nous, peut-être que si on n'avait pas, on a eu le temps d'itérer parce qu'on avait des VC qui nous disaient mais vous êtes sur un truc, allez-y, continuez. Mais si on avait eu 50 personnes, itérer quand t'es 50 et qu'il te reste 6 mois de cash et que tu brûles, non, il faut absolument rentrer des contrats, donc tu signes n'importe quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce délire aussi où les VC te poussent à cramer ton cash parce que du coup, si tu crames ton cash, t'en auras bientôt plus et donc il y aura relevé à une valeur supérieure et donc ça permet de survaloriser leur portfolio. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils te poussent à grandir et à être ambitieux. Pour moi, c'est ça. Enfin, les bons VC en tout cas. Et eux, le modèle qu'ils connaissent, c'est faut grandir, être ambitieux, faut recruter plus de gens, tu vas plus vite, tu fais plus de choses. Mais la question, c'est si tu vas 30% plus vite, mais que tu brûles 3 fois plus de cash. Mais oui, dans leur tête, tu vas relever derrière. Parce que c'est aussi ta valorisation du prochain tour qui va leur permettre de mettre dans leur reporting que tu as pris, tu vois. Donc, mais après, nous, tu dis, on a des bons VC, ils sont ouverts, tu vois. Pierre, et moi, il m'a dit, tu fais ce que tu veux, tu vois. Tant que ça marche. C'est cool. Et il m'a dit, moi, je veux juste que. Mais après, la vérité, c'est qu'une levée de fonds aussi, on te prend au sérieux, tu vois. Nous, aujourd'hui, je te dis, cette année, on va finir à 4 millions et quelques. Personne ne prend au sérieux. On aurait levé 20 millions, tout le monde nous dirait. Tu vois, aujourd'hui, les gens nous prennent au sérieux parce qu'on répond à un vrai problème, qu'on a une équipe pro, qu'on est hyper actif. Mais quand tu dis que t'es 15, les gens te disent, en fait, vous êtes une petite équipe, tu vois, c'est pas. Parce qu'il y a ce biais où tu compares par rapport aux standards du marché, alors que vous êtes un peu un ovni, et donc du coup, c'est mal compris. Et d'ailleurs, pour être honnête, moi, quand on me demande comment on est, là, on en parle tous les deux parce qu'on est en français, donc j'ai aucun client français, donc
Je pense pas que quelqu'un va s'amuser à traduire ce truc pour le mettre sur Twitter. Mais moi, je dis qu'on est 25, etc. Tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, parce que j'ai un client, je lui ai dit qu'on voulait monter $1 billion à 15. Vraiment, il était là, il me regardait en mode, mais t'es teubé. Genre vraiment, il était en mode, vraiment, je te dis, c'était difficile pour moi, quoi. Ouais. Une américaine, j'ai eu plusieurs fois des conversations. Et au début, j'étais hyper fier de ça, mais les gens ne comprennent pas. Maintenant, je ferme ma gueule. Et les gens, quand on leur dit qu'on est 25, ils disent waouh, je pensais que vous étiez plus nombreux. C'est marrant. Mais non, mais comme on ship. Ouais. Non, mais nous, par exemple, on ship comme des malades, tu vois. Ah ouais. Genre, en fait, on a une surface et une aire de. Les gens nous disent c'est pas possible que vous soyez 13. Et d'ailleurs, tu penses pas que t'es précurseur peut-être sur un nouveau modèle et juste en fait ce modèle il a pas été compris non, mais moi, et qu'il va exploser. Parce que moi j'y crois beaucoup. Hein. Non, moi je suis convaincu que le nouveau modèle, tu sais, on dit Small Giant et tout, allez vous. Non. Je pense qu'il y a un vrai modèle de mecs qui montent des boîtes hyper ambitieuses, qui veulent faire des montables. Moi, tu vois, je change la trajectoire, la trajectoire du monde de peut-être 0,2%, mais je vais la changer, tu vois. Et il y a un vrai modèle de monter une boîte avec peu de gens très très bons, de bien les payer, de leur donner beaucoup d'equity, parce que moi, tous les gens de ma boîte, ils sont entre 0,35 et 1,5% de la boîte. C'est-à-dire le mec qui a le plus d'equity dans la boîte, il a 300 000 d'equity. Donc si on double la valo au prochain tour, il a 600 000, tu vois. Enfin, on parle de. Et si on fait $1 billion, on parle de 15 millions d'equity. Enfin, tu vois, genre, c'est pas des. Je te parle. Et le mec qui a le moins. Il a 70 000, tu vois. Enfin, genre, tout en bas. Bref. Ce qui est quand même très cool pour une boîte aussi early, quoi. Ouais, alors que normalement, si on était 100, on filerait 0, tu vois. Ouais. Le mec qui aurait pas 70 000, il aurait 7 000, quoi. Et du coup, là, par contre, l'effet de levier, bah, tu fais x10. Il est moins excitant. x100, bah, tu fais 700 000, waouh. Ouais. C'est bien, 700 000, mais si ta boîte fait un énorme carton, t'as 700 000, et ta boîte fait un énorme carton, t'as 70 millions. Bah, exactement pareil. Et du coup, moi, j'ai un modèle où, en fait, tu lèves avec des super VC, une petite équipe, titère jusqu'à trouver un truc énorme, tu relèves éventuellement une série, tu deviens profitable et après tu lèves avec des mecs stratégiques où tu lâches que 2-3% de ta boîte. Nous, on a lâché 20% au premier tour, on a lâché 10% au deuxième tour. Tu vois, on a fait un petit tour, on a levé 3 millions et tout le monde était en mode, vous avez pas levé beaucoup et tout. Vous avez pas réussi. J'étais en mode, bah non, c'est juste qu'on a une bonne valo avec un super VC qu'on voulait absolument onboarder parce qu'ils ont une vraie thèse sur l'open source, ils nous ont beaucoup aidé. Max, je remercie une fois de plus de Fabrique, Max Merch. Et on n'a pas lâché beaucoup de capital. Et du coup, demain, moi, je pars à San Francisco pour vraiment voir le marché américain en physique, etc. L'objectif, c'est de lever avec un très beau fonds américain. On va peut-être lâcher 3% de la boîte, quoi. Ouais. Et donc, du coup, tu restes en contrôle. Tu fais rentrer des gens stratégiques qui ont une rigueur intellectuelle, qui ont du réseau, qui peuvent t'aider par rapport à être bootstrappé. Tu as le contrôle de ta boîte. Tu fais du cash. Tu peux donner beaucoup de... T'as une efficience énorme en termes d'organisation. T'as des gens qui sont incentivés à la réussite et t'as une densité de talent qui est incroyable. Y a pas tous les business qui veulent faire ça, faut pas être honnête. Faut être honnête. Mais moi, pour moi, c'est ça la définition du rêve. Tu demandes à tous les mecs qui ont des grosses boîtes, ils disent le mieux c'est qu'on était 20 ou 30. Ouais, parce qu'après tu perds cette. Bah, c'est normal, quand t'es 1500 dans ta boîte, c'est différent. Ouais, t'as pas la même. Et il y a des gens, c'est leur délire, mais moi, c'est pas mon délire. Moi, je te dis, j'aimerais bien, on est peut-être une quarantaine et tout, et j'ai commencé à perdre du plaisir, tu vois. Et là, moi, je me fais trop plaisir. C'est trop cool. Et tu vois, d'autres boîtes en France qui ont à peu près le même modèle, enfin la même fonctionnement. Alors moi je pense peut-être à Finari, je crois qu'ils sont pas beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait les mêmes remarques que moi, j'ai rien inventé du tout. Mais je pense qu'on s'est pas encore vu les uns les autres. C'est pas encore, il y a pas encore un nom, il y a pas encore quelqu'un qui s'est levé, qui a dit qu'il y avait ce truc, c'est pas encore cool. Je pense que ce sera mettre cool. un nom dessus, le brander un peu ce concept. Ouais, je pense qu'il faudrait quelque chose, mais j'ai autre chose à foutre. Mais je vais déjà essayer de faire que le modèle marche parce que c'est bien cool de mettre un. Ça c'est un truc d'influenceur. Tu mets un monde sur un truc qui a pas encore marché, comme ça tout le monde est en mode ouais c'est génial. Mais je vais déjà essayer de faire que ça marche. Et je suis encore en train d'essayer de comprendre. Tu vois, notre par exemple modèle marketing est du coup basé sur la communauté. Tu vois. Yes. Et une dernière question, je me demandais, toi on l'a dit, t'étais un peu une ancienne rockstar de LinkedIn il y a quelques années, et tu t'es pas dit quand même, tiens, ça pourrait me servir pour ce nouveau business, mon influence sur LinkedIn, parce qu'à l'époque, quand tu faisais des posts, tu vois, tu faisais quoi, des milliers de likes par post. Ouais, je faisais 30 millions de reach par an, 30 millions d'impressions. Ouais. Et du coup, tu t'es pas dit, ouais, je peux réutiliser un peu cette visibilité pour nouveau business, parce qu'il y a un peu un downside aussi de LinkedIn, peut-être les notifications, toujours être à la course au like, et tu t'es dit, ouais, ça aura pas d'intérêt. Déjà, c'est pas du tout la même audience. Moi, j'avais une audience de gens wannabe entrepreneurs, juniors. Là, j'ai une audience de devs. Les devs, tu les bullshit pas, tu vois. Ouais. Genre, ça va. Et ils voient à travers les murs, tu vois. Ouais. Et donc, ça, c'était une audience différente. Je pense que j'aurais pu rebosser, mais en fait, j'ai un peu peur de retomber dans cette addiction où tu rates tes posts LinkedIn, en fait, tu rates ta perf. Et en fait, ta journée, elle est réussie ou elle est ratée parce que t'as fait des likes, quoi. Et du coup, je suis passé un peu dans l'extrême. C'est-à-dire, je suis passé de mec qui fait 2 posts par jour à un post tous les 3 mois, tu vois.
Et sans doute qu'il y a un. Et tu vois, là, sur Twitter, je suis en train de trouver un juste milieu où je poste. Ouais, parce que les devs sont pour le coup pas mal sur Twitter, non? Ouais, et sur Twitter, je poste un petit peu, pas beaucoup, mais tu vois, je cherche pas à faire des likes, j'essaie de dire des trucs intéressants. Ok. Ou qui me font. Ou partager des choses sur moi que j'ai envie que les gens sachent. Je trouve cool, tu vois, genre sur les défis sportifs que je me lance, des trucs comme ça. Et du coup, sur Twitter, j'ai 5000 abos, tu vois, je fais 3-4K par. C'est pas énorme, mais quand même, ça fait un petit peu de. Ça fait un peu le lead entrant, etc. quand même. Et du coup, je suis un peu plus raisonné et je vais un peu bosser cette image, mais vraiment au début, j'ai juste dit ça m'a pourri ma dernière boîte, ça m'a pourri la tête. Arrête ça, montre-toi. Parce que moi, en fait, ma dernière boîte, j'étais une boîte de service, j'étais influenceur avec une boîte de service qui vendait à des PME françaises, tu vois. Et avec des startups et des grands groupes. Et là, je suis passé à entrepreneur international qui vend du SaaS à entre 500 000 et 2 millions. Avec des grandes, donc des fois c'est des deals à 4, 5, 10, 15 millions, tu vois, avec les grandes parfois. Même si maintenant je te dis on fait des deals avec moins de grandes, parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas notre... bref, mais des deals entre, du coup, au minimum à grandes compris, donc eux ils voient que le prix, c'est entre 1 et 15 millions, quoi, pour faire très large. À l'international, avec un produit, avec une audience de dev qui est hyper exigeante et genre la marche était vraiment très 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 haute, tu vois. Genre vraiment très 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 haute. Je me suis bien limé les dents, tu vois. Et je me suis dit, j'ai pas besoin d'être défocus par savoir si j'ai eu des likes ou pas, quoi. Et maintenant que... Pareil, j'ai eu beaucoup de problèmes pour recruter des... en fait, quand tu passes de recruter des juniors pour une agence France à recruter des top devs et des top talents à l'international pour ta boîte, c'est pareil, c'est pas la même marche. Ces candidats, ils ont pas les mêmes exigences. Jour le jour, ils sont beaucoup plus exigeants avec toi, tu vois. Et du coup, je me suis vraiment concentré là-dessus. Et j'ai complètement skip le reste, quoi. Ok. Et maintenant je pense que je vais me remettre parce que en vrai c'est bien d'avoir une certaine. Après tu peux le déléguer aussi. Ouais, mais j'aime pas déléguer. Je trouve que les gens, ça me ressemble pas en fait ce que les gens font. Ouais, parce que là c'est quand même ton image perso. Oui, et puis bon, en copywriting et tout, tu vois, je sais faire, quoi. Donc ça me fait un peu chier. Et du coup, c'est plutôt maintenant je retrouve ce plaisir d'y passer 10 minutes, de réfléchir à un tweet un peu marrant, de le faire. Tu vois. Mais de réguler un peu le. Ouais, et de réguler. Mais maintenant je me sens prêt à. Comme je fais là, depuis quelques mois, tweeter 1-2 fois par semaine, des trucs un peu drôles, un peu, tu vois, qui me ressemblent un peu. Tu vois. Très clair. Grégoire, on arrive à la fin de l'interview, merci beaucoup. Est-ce que tu veux partager un dernier mot, je sais pas, c'est un peu le moment carte blanche, une pensée, que ça peut être philosophique, sur le marché, j'en sais rien. Sur le marché? Non, je sais pas, tu parlais de l'open source. Toi, tu penses que ça va par exemple, se généraliser à toutes les boîtes, l'open source ou Moi, je pense que l'open source, c'est... Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est la vague que tout le monde voit un peu arriver, mais personne se devine l'ampleur. Ok. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on va vers un monde où, par défaut, les meilleures technologies sont open source. Et peut-être que c'est aussi con que les gens qui pensaient qu'après la chute du mur de Berlin, c'était la fin du monde géopolitique qui serait dominé par les États-Unis. Mais moi, je pense que c'est la seule façon de développer les technologies qui aligne les intérêts de tous les acteurs, tu vois. Et il y a quelques acteurs qui gagnent moins, mais il y a tellement plus de gens, les devs, les utilisateurs, les boîtes qui utilisent d'autres technos, etc., qui ont à gagner, qu'à mon avis, c'est la vague que tout le monde dit, ouais, l'open source, pourquoi pas, j'en ai entendu parler. Mais je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça va être un raz-de-marée. Ok. Et je pense que dans 5-10 ans, en fait, ce sera... En rétrospective, on se dira, mais en fait, l'open source, ça avait changé la face du monde, malgré le fait que c'était très compliqué. Et maintenant que ces mecs-là, ils ont rendu ça possible de contribuer beaucoup plus facilement, parce que tous les devs veulent contribuer, mais ils galèrent tellement qu'ils finissent par abandonner. Bah en fait, on va juste libérer la bête, quoi. Je pense que les gens ils se rendent pas compte de la vague qui arrive, et je pense que pour l'humanité, ce sera un changement de shift pour pas mal de choses, comme on dit, parce que si toutes les technologies sont open source, ça rééquilibre beaucoup de choses sur les équilibres de pouvoir. Au niveau des grandes nations, etc. Même si on va pas entrer dans des discours géopolitiques, mais je pense que ça fait quelque chose. Ça va pas juste concerner la tech, quoi. Ça non. En fait, on a l'impression que en fait, c'est un truc qui concerne la tech, mais en fait, quand tu changes la façon dont tu distribues des technologies et tu permets à des gens de travailler ensemble sur des technologies, parce qu'en fait, l'open source, c'est le principe qu'il y a des projets qui utilisent d'autres projets, qui utilisent d'autres projets, qui utilisent d'autres projets. Bah en fait, tu rends quelque chose où un mec au Nigeria, il peut commencer à faire des trucs tout seul dans sa chambre avec une connexion internet de pas ouf. Il peut changer le monde. Yes, merci beaucoup. Merci à toi.